Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission spéciale live sur la nouvelle banlist Duel Commander. Ouais. Je suis en présence de Simon. Bonjour à tous. Voilà, qui remplace Jocelyn qui ne sera pas là ce soir et moi, Cousin Visuli. Donc on va faire une petite émission, on va découvrir avec vous la nouvelle banlist Duel Commander qui sera à 20h15. Donc pour attendre jusqu'à 20h15, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben en fait pour attendre jusqu'à 20h15, on va avoir deux petites parties avant. Qui seront une partie avec la nouvelle extension Ixalan qui est arrivée. Les apports. Donc voilà les apports d'Ixalan, est-ce qu'il y en a, quels sont-ils, voilà. Deuxième petite partie, on va voir le metagame de ce dernier mois, depuis la sortie de Commander 2017, voir un petit peu l'impact qu'il a eu... sur la méta ou pas, voilà. Parce qu'il y a eu Et ensuite, on découvrira à 20h15 avec vous la nouvelle banlist, réaction à chaud. Juste avant, on fera peut-être les débans et les bans possibles. Voilà, on fera un petit, juste avant, si on a 5 minutes juste avant, on fera des petits pronostics. Voilà, on lancera un petit peu nos jets de dés, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Sacrée moustache, elle passe. Oui, j'ai changé de style, ma femme voulait. Et du coup, ensuite, on aura la chance d'avoir, comme on l'avait vu sur l'annonce, donc un des membres du comité, donc Manuel Lemarec, qui sera là avec nous pour répondre à vos questions. Et du coup, vous voyez, petit à petit, au fur et à mesure de nos émissions, vous allez peut-être apprendre à connaître tout le comité, puisque là, c'est le 3e ou 4e membre qu'on voit du comité, 3e, je crois. Ouais, 3e. Si je me trompe pas, 4e, je sais plus. Voilà. Donc, on va commencer avec la première partie. Il ressemble à Bruce. Donc je laisse Simon en charge de lire les choses, s'il y a des choses à dire. Oui, c'est vrai que j'étais tellement triste du ban de Bruce que du coup je me suis dit je vais limiter. Voilà. Donc on commence avec Ixalan. Les apports. Donc du coup, alors on va voir un petit peu quelles sont les choses intéressantes qu'on peut voir sur Ixalan. Alors c'est une liste non exhaustive. Vraiment, on a mis les choses qui nous semblaient. Il y a des choses qu'on a pas mise. Et on va commencer directement par cette petite créature blanche qui est un vampire 1-1 vol et qui, pour un blanc, donne plus un vampire attaquant, on s'en fiche. Cette carte-là, je l'ai mis pour présenter en gros tous les vampires qui sont en blanc. Ouais. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Edgar Markov, c'est un jeu, on va pas se mentir, c'est un jeu noir-rouge. Voilà. Splash blanc. Le blanc, il ne sert qu'à caster le général. Il n'y a pas de 3... Non, le blanc ne sert qu'à caster le général. Vraiment, c'est vraiment ça. La question, c'est avec l'arrivée d'Ixalan. Là, je vous en ai mis un, il y en a quelques autres, il y en a 3-4. Est-ce que ça va justifier l'apport du blanc dans Edgar ou pas? Voilà. Donc là, je vous l'ai mis. En continuant dans les vampires, il y a un très bon nouveau vampire qui pour 1 est une 1-2 qui met 1 point de vie quand il attaque. Du coup, en gros, pour 1, on a une 2-2 quasiment qui va mettre 2 dégâts. Donc c'est très très bon. Donc on a dit Warship en blanc dans Edgar, oui, certaines versions, Splash Warship. On l'a vu à notre LTC. Voilà, donc là c'est par rapport aux vampires. Ensuite on va voir les cartes qui ont vraiment beaucoup de chances d'être jouées. Et avant de voir celle-là, on va en voir une petite troisième que j'ai mis au cas où. Pour une 1-1 qui permet d'avoir un petit effet à la Ooze en mono noir. Et qui en plus, donc du coup on paye 2, on exile 2 cartes ciblées d'un cimetière d'un adversaire, donc on enlève des cartes. Et en plus on explore, donc du coup on va pouvoir soit piocher nos landes, soit pouvoir mettre des cartes dans le cimetière. Voilà. Donc du coup dans des packs comme CDC Bug, voilà, à voir. On vous l'a mis, on en parle un petit peu. À côté de ça, les cartes qu'on risque de beaucoup voir et qui sont quasiment sûres, c'est quasiment sûr qu'on la verra, c'est un 3e... Mesmeric Fiend, on a celui qui est enchantement, on a celui qui a l'effet d'arrivée en jeu et l'effet d'arrivée de sortie. Et là pour 2, non seulement on a les autres sont 1-1, là non seulement on a une 1-2 vol, donc c'est-à-dire le body est plutôt correct, et en plus on a ce côté, on enlève une carte. Alors le souci c'est que c'est non-créature, non-terrain. Donc c'est-à-dire que les autres normalement c'est juste non-terrain, ça là c'est juste non-créature. En compensation on a un meilleur body, mais par contre, donc c'est une carte qu'on trouve plutôt intéressante, et je pense qu'on la verra dans tous les jeux un petit peu disrupt. C'est ça. Tout ce qui est blanc-noir, si on en revoit. Voilà, du blanc-noir, du Karlov, du Team Nassidar pour des versions un peu disrupt. Anafenza, je trouve que c'est vraiment une bonne carte, et je pense qu'on la verra en DC. L'autre carte qui va être une carte qui va aider un certain Zurgo. Voilà. Alors, cette carte a un souci. Le seul souci qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas la célérité.
Donc voilà, c'est vrai qu'elle coûte 3, mais par contre, on a quand même une carte qui, comme l'enchantement, empêche les joueurs de gagner des PV, et qui fait qu'à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, il inflige 1 de blessure au contrôleur de cette créature. Donc contre les jeux qui vont poser des bêtes, bah, tu leur dis, bah, tu poses une bête, tu prends 1. Et la menace, c'est pas négligeable. Et la menace n'est pas négligeable. Pour tous les decks mono GG, tu dis, ah ben tu peux pas le bloquer. Voilà. Si donc, tu joues que ton général, pas de petites bêtes. Voilà, donc voilà. Alors, c'est une carte qui va rentrer normalement, je pense, dans Urgot, vraiment. Ouais. Là, on vous a parlé de 2 cartes qui vont vraiment rentrer. Une 3e carte qui risque de rentrer. Et alors c'est vrai qu'on vous parle de 3 cartes de vampire, mais ce soir, on est en mode suspense. On vous parle de cartes qui vont peut-être rentrer dans un deck qui ne va peut-être plus exister. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est cher, c'est un drop à 4, mais c'est quand même un vampire qui fait un effet de drain qui est énorme, parce que c'est à chaque fois qu'un vampire que vous contrôlez attaque. C'est-à-dire que le tour où on le pose, si on a 4-5 vampires, on attaque avec, on fait un drain de 5 déjà de base. Voilà. Donc on a une sorte de Hellrider pour ceux qui jouent, mais c'est un Hellrider vampire, donc il profite du fait qu'il lui pose aussi un token, et il profite des bonus des lords. Donc c'est vraiment une carte qui va être jouée si le pack est pas ban. Après, si le pack est ban, il y a d'autres vampires qui existent, hein, l'autre qui sera moins bon. Mais bon voilà, on vous l'a mis, on pouvait pas ne pas le mettre. Ensuite, dans les autres cartes qui vont être sûrement jouées, on va vous parler vite fait des 2 sièges, des 2 enchantements. Donc le bleu qui a de fortes chances de se voir jouer dans des decks contrôle, puisque du coup il nous permet d'avoir un late game, en mode des fois quand on flood, là on va pouvoir commencer à faire nos mini impulses quand on réussit à stabiliser la partie, c'est-à-dire que ça nous permet de faire du 1 pour 1, du 1 pour 1, du 1 pour 1, et au bout d'un moment, quand on a fini de faire notre 1 pour 1, on a ce moteur un peu ACA qui est vraiment intéressant. Alors on a aussi Asimov qui nous dit le vampire a 4 de défense, contrairement à Hellrider qui n'avait que 3, donc il se prend pas Bolt, ce qui est vraiment très très bien. À côté de ça, on a le 2e enchantement. Alors, vous voyez qu'on va un petit peu vite, mais c'est parce que on n'a pas énormément de temps avant la banlist. Donc ce terrain, voilà, qui a fait beaucoup parler de lui, à cause de ça surtout. Oh là là, berceau de Gaïa. Non, pardon, berceau du soleil. Excusez-moi. Donc, alors cet enchantement, pourquoi? Alors, on va se calmer, il va pas rentrer dans tout et n'importe quoi, puisqu'il demande un setup quand même d'avoir 4 créatures sur le champ de bataille, donc c'est-à-dire que ça rentrait que dans des Elf Ball. Alors, on pense à quoi? On pense à Izan, qui malgré son débat n'a finalement pas énormément de perfait à cause du nombre d'anti-bêtes, de mono rouge qui est là. Mais du coup, pouvoir donner cette accélération à ce pack comme Izan, pouvoir donner l'accélération à des packs comme Selvala blanc vert qui joue aussi Elf Ball, énormément de bêtes. Voilà, c'est. Alors, on remercie Ashikaru de nous suivre. Est-ce que dans Titania, par exemple, avec les tokens... Alors, dans Titania, absolument pas. Tu vois, dans Titania, c'est pas trop lent. Dans Titania, c'est 4 créatures sur le champ de bataille, c'est pas sûr qu'on les ait. D'accord. C'était juste, Et pour moi, c'est pas le... Enfin, je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est pas une carte que tu as dans Titania, c'est une carte qui demande un build spécifique. On parlait de Elf Ball dans Moderne. Là, c'est pareil, c'est du Elf Ball. On a besoin d'avoir 4 créatures et on a besoin de les avoir vite. Et le but, c'est genre de faire tour 1 Elf, tour 2 ça, tour 3 Elf, voilà, et du coup, on le flippe. Mais voilà, quoi, des cartes comme ça. Animar, alors les versions Animar, mais après, Animar n'existe plus vraiment beaucoup dans le format. Ça. Mais dans Animar, la version qui joue beaucoup de créa, dans Proche, peut-être. Voilà. Je sais pas. En tout cas, c'est une carte qui est intéressante parce que du coup, ça nous permet d'avoir un Cradle mais non broken, comme le Cradle qui était et que ça permet d'avoir aussi un Cradle moins cher aussi pour les gens qui veulent jouer. Du coup, alors c'est vrai que là, on a une information que Maxime nous donne, c'est qu'il y aura moins de Vras dans le format si jamais Edgar est banni aujourd'hui, puisque c'est vrai que du coup, pour la méta, on la verra après, il y a beaucoup de jeux avec des Vras qui sont arrivés. On continue avec une carte, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et ben en fait je me suis permis de la mettre parce que ça va être un remplaçant possible pour un général qui existait, qui n'est plus trop joué, qui s'appelle... qui coûte 6, qui arrive avec des marqueurs. Oh là là! Dans la même couleur? Dans la même couleur. Qui fait piocher? Ouais, excusez-moi, j'ai oublié. Zegana, merci beaucoup. Oui, voilà, donc pour 1 de plus, elle va avoir un effet un peu similaire à Zegana, sauf que l'effet de Zegana, c'est elle arrive avec des marqueurs plus X sur elle et on pioche autant que notre créature la plus forte. Alors que là, c'est par rapport au nombre de créatures qu'on a.
Et dans ce genre de jeux qui vont être un peu elf ball pioche, je me dis qu'il est plus intéressant de pouvoir piocher en fonction du nombre de créatures qu'on a que de la créature la plus grosse, puisqu'on va avoir tendance à pas jouer de créatures très grosses au final. Oui. Et du coup, ça nous permet de jouer plein de petits elfes, de poser ça, de piocher beaucoup, surtout qu'en plus l'effet du fait qu'on n'ait pas de limite à la carte de la main, c'est un petit plus par rapport à Zegana. Alors vous allez me dire en 20 PV, Zegana n'existe plus. Oui. Donc oui, je suis d'accord, Zegana n'existe plus. Je suis d'accord que c'est dans le format tel qu'il est, avec la puissance de Zurgo et d'Edgar en ce moment, c'est pas possible. Mais si le format ralentit, je pense que c'est pas impossible. Peut être jouable. Voilà. Après, je suis un joueur de bleu vert, donc je suis pas objectif. Je vous demande pardon, mais je l'ai mis. À côté de ça, j'ai mis une carte. Vous allez dire, tu t'es pas trompé de Jace là? Je pensais pour les... J'ai mis le Jace à 6. Pourquoi? Alors c'est super cher, c'est nul. Mais dans le genre de jeu Elf Ball où je vous montrais juste avant à Zegana-like, le plus 1 qui nous permet de dégager toutes les créatures, permet de faire je fais du mana, je pose Jace, je fais le plus 1, je tape toutes mes créatures et je pars un petit peu. Et c'est bête à dire, mais j'ai l'impression que c'est une des rares fois où j'ai l'impression que ce Jace là est meilleur que le Jace officiel grâce à cet effet qui est du plus 1. Qui nous permet de dégager toutes les créatures quand on joue Elf Ball. Donc voilà, vraiment. Et ça permet d'introduire le fait que depuis Ixalan, les Planeswalkers sont légendaires. Voilà, donc du coup on peut avoir alors voilà, nouvelle règle depuis Ixalan, pour les gens qui ne savent pas, les Planeswalkers ne sont plus considérés par un ruling de Planeswalker de type, mais comme des permanents légendaires. Donc il y a la même règle qui s'applique par rapport aux créatures, aux artefacts, aux enchantements et tout le reste. C'est que on n'a pas le droit d'avoir sur le champ de bataille 2 permanents légendaires qui ont exactement le même nom. Donc c'est-à-dire que si on a des Planeswalkers qui ont des noms différents, ils peuvent rester sur le champ de bataille. C'est-à-dire qu'avant on ne pouvait pas jouer Jace Architecte de Pensée et Jace The Mind Sculptor, il y en a un ou deux qui devaient partir. Maintenant on peut avoir les deux sur le champ de bataille. On en profite de vous montrer un Planeswalker pour vous le montrer. Après, vous allez vous dire, punaise, les cartes que vous nous parlez, elles sont pas... On vous fait pas rêver, hein. C'est pas l'édition la plus folle. L'édition, il n'y avait pas grand-chose. C'est ça. Mais voilà, on vous le montre quand même. On en profite pour montrer aussi une carte flip qui peut être jouée dans des jeux ramp. Je pense surtout à des jeux comme Baby Nissa, qui va avoir tendance à poser des terrains. On a une sorte de petit accélérateur de mana, ou Wanderer, et qui derrière nous fait un petit... comment ça s'appelle? Oh putain, j'arrive pas aujourd'hui. Hein. Mesophite. Voilà. Voilà, donc du coup, ça fait d'un côté accélérateur, d'un côté Mesophite. J'ai vu qu'il y avait des Baby Nissa qui arrivaient quand même à faire quelques petites perfs en 20 PV. Voilà, ça peut être intéressant. En tout cas, Themefire, alors les changements ce sont à 20h15. Donc on les découvrira ensemble avec vous, quoi. Je continue par rapport à ces cartes-là. Avec une autre carte qui est... une carte qui pourrait aussi rentrer dans Vampire. On parle beaucoup de cartes qui rentrent dans Vampire. On verra ce que ça donne ce soir. Qui sont une sorte de deuxième bombardement de gobelins, sauf qu'il faut malheureusement payer un. C'est quand même bien moins fort. C'est bien moins fort, mais ça peut être une sorte de doublon qui peut être joué. Voilà. L'illustration est drôle. L'illustration est drôle. Et on finit par la dernière carte qui m'avait fait rêver parce que j'avais cru que c'était un éphémère. Malheureusement, c'est un rituel, mais elle a l'avantage de coûter 1 de moins que domination, donc à voir si dans Baral ça peut être joué. Voilà, acquérir le contrôle d'une créature avec un 2x. C'est les deux cartes vraiment c'est les cartes qu'on voyait. Malheureusement, vous voyez, c'est pas l'édition qui va nous faire rêver. Hein. Ouais. Vraiment, vous avez montré des cartes qui sont possiblement rentrables. On vous a pas dit qu'ils vont changer vos packs. Les seules cartes qui vont changer des packs, c'est des cartes qui seront jouées dans Edgar. Mais on ne sait pas si Edgar va survivre. C'est ça. Et d'ailleurs, on va pouvoir justement partir sur la deuxième partie d'émission. On va partir sur le metagame. Alors là, le metagame breakdown, on a pris, vous voyez ici sur MTG Top 8, on peut choisir les mois. Malheureusement, là, on n'a pas pris les derniers 3 mois parce qu'il y a eu un ban entre-temps. Du coup, on a pris vraiment le dernier mois. Et la première chose qui saute vraiment... Merci. Alors, Jocelyn qui nous dit franchement, bravo d'avoir tenu 15 minutes sur des cartes qui ne seront pas jouées ou pour des cartes d'un GG sûrement ban. Ouais, bah oui, bon, voilà quoi. Donc, du coup, metagame, la première chose qui saute à l'esprit, vous voyez, c'est que Edgar est arrivé et fait directement déjà 24% du format. Un quart. Donc voilà, donc on a un quart du format qui est en Edgar. Alors, triste. Pourquoi c'est expliqué ça? C'est aussi dû que le pack ne coûte pas très cher. Il vient de sortir, il y a aussi le nouveau. Donc c'est vrai que ce metagame n'est pas normalement totalement représentatif.
Mais il faut se rendre compte qu'il fait 24% alors que des communautés entières ont décidé de ne pas le jouer parce qu'ils avaient peur d'un ban. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir techniquement plus que 24% de ça. Alors vous voyez qu'on a un metagame qui est qui est assez équilibré entre aggro et contrôle. Et on a quelqu'un qui perd beaucoup dans ce méta-là et qui va être combo. Voilà, donc on se trouve dans un méta vraiment très très peu combo. On a vraiment proche en gros et puis rien d'autre quasiment qui existe. C'est-à-dire qu'en gros on a quasiment pas de combo. Hein. On va pas se mentir. Proche et plus enfin. Pwelp. Donc voilà, donc du coup la question va être justement, est-ce que du coup on va avoir peut-être le droit à du déban de combo ce soir? C'est une possibilité, parce que c'est vrai qu'on a du coup un format. Alors pourquoi il n'y a pas combo? On va très simplement, c'est parce que aggro est trop rapide et combo n'a pas le temps de se placer. En fait. C'est ça. Combo va souvent avoir besoin de partir en combo tour 4-5. Aggro va déjà l'avoir tué à ce moment-là. C'est ça. Et ça tue dans les mêmes tours. C'est plus stable. Voilà, donc du coup, c'est ça. Donc on voit ici donc, du Titania qui est remonté, Zurgo qui est toujours là. Alors Zurgo qui a beaucoup perdu de sa superbe, qui a été justement vachement remplacé par Edgar, qui avait ce côté beaucoup plus lisse. Arabo qui fait une petite remontée. Et à côté, on voit au niveau des contrôles, finalement le plus gros contrôle, c'est un contrôle sans bleu, qui est Queen Marchesa. Et si on voit la méta du... C'est du zap. Running gag. Merci William. Qui est le tournoi des AP. Et qui était ici... Tournoi des apps. Des apps, avant. Qui est un tournoi où on voit ici, vous voyez, 2 Queen Marchesa en top 8, gagné par Baral quand même, mais qui était un tournoi avec 7 Queen Marchesa. Oui. Et donc on voit que l'arrivée de jeux comme Edgar a poussé vraiment le méta à jouer des jeux avec genre 10, 15, 20 Vras. J'abuse un peu. Quand on parle de Vras, on parle de Pyro-like et aussi d'enchantements tels que pas explosif, Engineered Plague qui ont été joués. Et aussi, on a rentré des propagandes. On a rentré des propagandes, on a rentré des choses. Donc, c'est vrai que du coup, le jeu Edgar n'est pas invincible, mais il a vraiment totalement polarisé la méta autour de lui. Quoi. C'est soit je bats Edgar, soit je suis Edgar. Voilà, donc c'est vrai que vous voyez, on va avoir des jeux vraiment entre du Leovold. Bon, Leovold est vraiment là aussi parce qu'il est très apprécié par la communauté. Mais Queen Marchesa parce que ça a beaucoup de Vras. Monoblack Control, beaucoup de Vras. Nissa, on en parlait, vous voyez, qui est une sorte de contrôle en mode je rampe et je te fais voilà, et du Narset du Bargo qui sont un peu revenus grâce à Propagande et compagnie. Et j'avais vu un commentaire sur Magicville qui disait que Edgar, le problème aussi, c'est que quand tu joues aggro, quel est l'intérêt de ne pas jouer Edgar? Voilà. L'autre problème d'Edgar, c'est pas que parce que voilà, on parle souvent de problèmes de type de jeu qui vont pas être imbattables. Le problème, c'est que est-ce que s'il bloque la diversité du format, il va pas être intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit à quoi bon jouer Zurgo, Arabo, Rada ou Karlov si on peut jouer Edgar en fait. Ça... Et même Titania, bon, alors Titania c'est un peu plus un ramp, tu vois, mais bon, si c'est pour se faire bloquer tous ces tokens par des 1-1, c'est triste, hein. C'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Après, voilà, il y a 3. Après, quand on vous parle, c'est que un mois. C'est que sur un mois, donc le méta est très bizarre. Vous voyez, quand on fait 6% avec 3 decks, c'est un peu bizarre. Quand on fait 24% avec 12 decks, on manque malheureusement. Et pourquoi on manque de... Parce que finalement, là, c'est la rentrée. Finalement, des tournois en duel commander, on n'a pas eu énormément. Donc c'est vrai que c'est un peu le souci. C'est là où on vous donne une impression à chaud sur un seul mois. On n'a pas assez de recul. Donc il se peut totalement que finalement Edgar se soit faire. Après aussi, il parlait que Titania et Gitrox sont assez présents dans la méta aussi, avec le déban de Fastbomb. Ouais. Il y a eu une petite hype. Alors il y a eu une hype sur Gitrog et Titania grâce au déban de Fastbomb. Et du coup, voilà. Alors cette moustache et ce bouc me perturbent tellement, je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, voilà, on vous fait un petit tour du metagame. Il est orienté totalement, on le voit quand même, de plus en plus vers l'aggro. Il y a contrôle qui commence à redescendre. Et vous voyez que dans le contrôle, ça reste du contrôle différent. Hein. C'est parce que du coup, c'est vrai que Nissa, voilà, j'en ai une, enfin, genre c'est... Leovold, voilà, est-ce que c'est du full contrôle? C'est un peu, mais il y a du contrôle, Ouais. Un vrai contrôle avec du bleu, il faut attendre. Baral qui arrive, et non, Narset et Brago qui arrivent ensuite.
Voilà. Mais bon, après, le contrôle n'est pas d'une seule. Oui, non, mais contrôle bleu a vraiment perdu, je veux dire, avec l'arrivée d'Edgar. Voilà, c'est ça. Alors, on va du coup maintenant partir sur des pronostics. On a 10 minutes pour partir sur les pronostics. Et on va partir, je vous ai fait 3 listes de pronostics. La première liste va être sur ce qu'on appelle un ban des cartes qui sont potentiellement dangereuses dans le format. Ouais. Donc, premier pronostic, ce serait viser 2 généraux. Le premier général qui serait Edgar, un ban d'Edgar. Parce qu'il est trop nocif pour le format. Vraiment. Ce serait, voilà. Le deuxième possible, ce serait un ban de Zurgo. Mais voilà, c'est le problématique, c'est est-ce qu'on va ban une 2-2 Vanilla qui peut pas bloquer. Qui peut même pas bloquer, bien. Ouais. L'autre possibilité, toujours dans ces bans-là, c'est qu'à la place de ban Zurgo, ou à la place de ban Edgar, ban des cartes dans les jeux qui sont trop fortes et qui feront des free wins. Alors ces cartes-là, on va commencer par les 2 qui font le plus parler d'elles, qui vont être Salve de Feu, donc Fire Blast, et Prix du Progrès, Price of Progress. Alors on va juste vous les remettre un petit peu. Donc Fire Blast permet pour 0 mana, en sacrifiant 2 montagnes, de mettre 4 dégâts à un joueur. Donc du coup ça veut dire qu'au tour 3, on peut techniquement faire Bolt pour 1 ou Chain Lightning, pour 2 je te mets 4, je sacrifie 2 montagnes, je te remets 4, je viens de te mettre 10. Exactement 10. Voilà, donc ça permet d'avoir une accélération qui arrive comme ça gratuitement d'un coup et qui fait que tu penses être safe parce que tu as 10 points de vie et en fait t'es mort. Ou même, et c'est aussi en instant, donc tu dis les full tap. Voilà, tu dis les full tap. Voilà. Je peux me full tap et. Ça, c'est une des cartes qui fait parler d'elle. Voilà. L'autre carte qui fait beaucoup parler d'elle, c'est Prix du Progrès. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un format en Commander en 99 cartes, Singleton. Quand on sait qu'un jeu joue Price of Progress, il n'a pas beaucoup de tutos, on ne peut pas commencer à build son pack autour de Price of Progress. C'est-à-dire que quand on joue Tricolore, si on commence à jouer 10-15 basiques, on va totalement tuer notre jeu. Parce que du coup, on va avoir des sorties qui vont être pourries. On va avoir des sorties on va avoir des cartes en main qu'on va pas pouvoir caster parce qu'on joue trop de basiques. Du coup, on n'a pas le choix. On est obligé de jouer des landes qui font 2 mana, quoi. On peut pas. Surtout que finalement, des fois, on va tourner autour de Price. Et au final, à force de tourner on va tomber sur une partie où il l'a pas touché parce que Price c'est dans les 20 cartes du fond. Du coup, finalement, tourner autour d'une carte qui finalement on n'est pas sûr de voir. Elle n'est pas tutorisable dans mono rouge. Donc voilà, donc du coup, c'est une carte qui va en général, et c'est ça le souci, surtout dans le format Duel Commander, parce que vous regardez les packs qui jouent monocolore, à part Zurgo, on prend du Titania, on prend du Baby Nissa, même Price of Progress. Contre des monocolores, il va mettre entre 2-4 dégâts. Donc c'est-à-dire que c'est même pas une carte qui va mettre 0 contre du monocolore. C'est ça, et quand on va arriver contre du bi ou contre du tricolore, on va pouvoir mettre 6, 8, 10. Et pour 2 mettre 10 en instant, ça fait quand même... c'est une carte qui peut poser problème. Et ça permettrait d'éviter ce qu'on disait justement, un ban tête de Zurgo, ou même peut-être un ban d'Edgar, parce que c'est joué dans Edgar, puisqu'on a beau dire Edgar c'est tricolore, mais non. Parce qu'on joue énormément de basiques dans Edgar. Les 2 autres cartes qui sont réfléchies sont l'Eidolon de la Grande Célébration, puisque arrivé tour 2, il va commencer à coller énormément de dégâts à l'adversaire. Donc voilà, c'est une créature qui frappe et qui a un effet en plus. C'est ça, ça va coller, même sans attaquer, elle va coller des dégâts à l'adversaire. Donc c'est une carte qui est réfléchie. Donc parmi ces cartes, et la 4e carte qui est pensée, qui est pour moi la plus fair des 4, et qui est pour moi, je pense quand même... C'est juste que là, les gens ils disent ouais, mais du coup, non seulement ça met 2 par tour, mais en plus ça empêche de gagner des PV. Ça coûte 3 mana. Ça a besoin d'attendre un tour entier avant de faire 2, enfin jusqu'à ton upkeep. Voilà. Ça peut se faire détruire par les enchantements. Je pense que c'est une carte qui pour moi est la plus fair et que je pense. Voilà. Mais après, je peux comprendre. C'est vrai que quand elle est sur table et que tu n'arrives pas à la gérer, bah voilà quoi, ça pose problème quoi. Ça pose problème. Donc parmi ces 4 là, je suis pas en train de dire qu'il faut ban les 4. Je dis juste que s'il faut ban des choses, ça va être soit du général, soit des cartes. Ouais. Est-ce que ça va être une carte rouge, 2 cartes rouges, ou alors le général directement, ou une carte rouge et le général, ou 3 cartes rouges, je ne sais pas. Là, on lance des pronostics. Là, c'est la possibilité numéro 1. La dernière carte dans la possibilité numéro 1, c'est est-ce que le déban de Fastbond, c'était une bonne idée au final ? Je pense que c'était un débat intéressant. C'était un débat intéressant. Moi, je vais vous parler en tant que joueur casu. Voilà, je ne suis pas un professionnel. Pour moi, juste pour moi, j'ai du mal avec cette carte. Alors, je vais vous expliquer juste pourquoi. C'est que le comité a totalement raison. Cette carte va rien faire 80% du temps.
même 90. Le problème, c'est que les 10% restants du temps, tu fais, on passe à la 2. Quoi. En fait, et c'est juste ce problème-là, en fait, moi, qui me pose. C'est que ça te donne si tu l'as en main de départ, c'est quasiment une avec des free landes. Avec des landes. Mais enfin... Mais c'est vrai que moi, je me suis pris, enfin, pour te dire, où j'ai vu des joueurs se prendre tour 1, phase bond, into creuser des mondes. Bah voilà, quoi. Je veux dire, on va... Alors, c'est vrai qu'il existe une carte dans le format qui s'appelle Balance, qui permet d'un petit peu contrebalancer cette puissance. Le problème est que cette carte, pour moi, hein, va pas demander un build spécial, puisque les jeux qui tournent autour de cette carte, comme Titania et Jitrock, existaient déjà sans phase bond. C'est juste un up strict pour eux. C'est ça. Et donc du coup, alors, et pour des jeux comme Jitrock ou Titania, finalement, même si tu fais phase bond et Sealand, tu t'en fous. Enfin, je veux dire, tu fais Titania, tu fais phase bond, Sealand, je pose Titania tour 1, et même si t'as que 2 landes, hein, c'est une exploration. C'est une exploration pour 1. Voilà. Donc, elle sera jamais mauvaise, la carte. Enfin, elle sera jamais vraiment mauvaise, à part en top deck. Après, voilà, je vous avoue que j'ai pas de recul assez pour ça. Donc là, moi, je vous la mets juste. Mais c'est une carte qui peut être appelée à un moment à retourner en banlist. Voilà, je vous dis pas qu'elle va arriver aujourd'hui. Voilà, première étape. Deuxième étape. Juste parler de Baral. Alors pourquoi je parle de Baral? Voilà, excusez-moi, je vous ai mis juste Baral parce qu'il est 20h11. Je vous parle de Baral, pourquoi? Parce que si aujourd'hui, imaginons qu'on a un ban d'Edgar et un ban de ces 4 cartes-là, on va avoir un ralentissement dans la forme, dans la méta. Et est-ce que du coup, Baral deviendrait pas le nouveau deck to beat trop puissant? Voilà. Donc là, je vous l'ai juste mis en mode... c'est une impossibilité dans le sens... Tiens, si on sait qu'on va ralentir le format, est-ce que Baral devient pas trop puissant? Voilà. J'en ai aucune idée, je vous l'ai mis quand même. C'est juste pour savoir, quoi. La deuxième possibilité que je vous ai mise, c'est on part sur le déban. On va tout laisser. Et à côté, on va commencer à mettre des cartes. Alors, je vous ai mis des cartes au pif, hein, vraiment. Mais genre, tiens, t'as un effet en command zone. Bah, nous aussi, on va mettre Oloro qui a un effet en command zone qui va commencer à gagner des PV. Tiens, t'as un effet qui permet de mettre plein de tokens. Tiens, moi, je vais mettre un Marat qui va pouvoir pinguer tes tokens. Ou je vais te mettre un Zur qui va pouvoir bloquer tes tokens avec, je vais chercher directement une gérée de plague. Voilà. Ou Edric, tiens, vu qu'on est dans un format où, attention, on va avoir des milliers de brasses. Vu qu'il va y avoir des sera broken ou pas. Vu qu'il va y avoir des Queen Marchesade partout, est-ce que Edric... Voilà, ça c'est l'autre possibilité numéro 2 que le comité peut totalement faire. C'est, voilà, combattre le mal par le mal. Ajouter Royal Alterner pour aider combo. J'ai oublié une carte là, rajouter Food Chain. Oui. Ramener Food Chain pour aider proches, pour aider combos. Ou rajouter Tabernacle pour dire tu veux jouer Edgar, bah tiens Tabernacle qui va faire que tu vas devoir payer trop. L'autre c'est pourquoi retour aux notions de base. Bah c'est simple, c'est si on part du principe que Price of Progress n'est pas un problème, puisque du coup il suffit de jouer des basiques pour tourner autour. Bah, j'ai envie de dire back to basics, c'est le même souci, il suffit de jouer des basiques pour tourner autour. Après c'est bleu, c'est le problème. Après c'est bleu, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment un argument de dire parce que c'est bleu c'est trop fort alors qu'actuellement rouge domine le méta? C'est sûr. Après, le problème voilà, alors là, ce que je me dis totalement Léo Kiliat, c'est que le problème de Tabernacle, c'est 1000 boules. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai mis des exemples au pif, juste pour vous dire que la possibilité numéro 2 que peut avoir envisagé ce soir le comité, on va savoir ça dans 2 minutes, c'est un déban. Voilà. Ça, c'est possiblement. Il y a possibilité 1, possibilité numéro 2. La possibilité numéro 3, parce que voilà, et on a toujours la parole, c'est Standstill, c'est la carte, c'est on fait rien du tout. C'est immobilisation, voilà, c'est on lance pas de sort. Et c'est une possibilité qui peut avoir totalement lieu. Pourquoi? Parce que ils vont dire, et à juste titre que, enfin à juste titre ou pas, mais dans le sens où, enfin pas juste titre, mais dans le sens où, il y a des arguments. Il y a des arguments, ça fait à peine un mois, il n'y a pas encore assez de tournoi, c'est la rentrée. Nous, on voit que des jeux commencent à se baser autour de ça. On va prendre le temps. C'est ça. C'est une possibilité aussi, on l'écarte pas. Moi, personnellement, en tant que joueur, j'aimerais pas. Mais c'est une possibilité qui a totalement des arguments et qui peut se justifier, même si elle peut aussi faire parler d'elle. Voilà. Ouais. C'est la troisième possibilité. On vous a mis les 3 possibilités. Maintenant, il est 20h14. Donc, on va se mettre avec vous sur la page de MTG du Commander. Et on va faire un petit refreshing parce qu'on vient de passer à 20h15. Donc attention avec vous. Est-ce qu'elle est déjà... Suspense. On va faire du F5 toute la... On va faire du refresh jusqu'à vous rendre fou. On est en mode suspense. Septembre, 5 secondes de go. Attention.
Alors. Changement, on monte. Boum. Alors, Edgar Markov et ban. Fire Blast et ban. Eidolon et ban. Sulfuris Vortex et ban. Price of Progress et ban. Ok. Alors franchement, alors je vous avoue, je n'avais aucune idée. J'ai juste regardé un peu sur les différents forums, mais là je crois que je suis tombé pas loin, quoi. Ouais. Sur la version possibilité numéro 1. Mais waouh. Ah là là, je crois que je vais faire pronostication. Alors du coup par contre, alors on va juste 2 secondes, laissez-nous juste le temps de réaliser. Donc Edgar Markov et ban, et ça franchement on s'y attendait, énormément. Hein. Ouais. D'ailleurs on va juste lire avec vous. Après t'es en bas. Voilà, on va lire, mais juste voilà. Malgré tout ça, le metagame est en ce moment unfair, malgré les Commanders 2017. Le premier problème qui est facile à régler, c'est que Edgar Markov n'a pas de place dans le duel Commander compétitif. La deuxième est plus subtile, c'est Burn a un bypass en singleton grâce au fait que les cartes sont en x1. Donc on a choisi de baisser la puissance de certaines cartes singleton dans le jeu Burn. Alors moi j'aime beaucoup le fait de pas avoir ban Zurgo, parce que Zurgo c'est quand même triste de se dire on va ban Zurgo, quoi. Je veux dire, par contre je m'attendais pas à ce qu'il banne 4 cartes. Je vous avoue que j'attendais à 1 ou 2. Je m'attendais personnellement à Price plus Fire Blast. Ouais. Là du coup il y en a 4. Alors en tant que joueur de non-Zurgo, je suis super content. Je vais pas me plaindre. Mais je pense que le pack n'est toujours pas mort. Le pack n'est pas mort. Par contre, le pack est devenu beaucoup plus fair. Le pack perd beaucoup de upside win, quoi. Là, c'est les 4 d'un coup. Tu t'attendais aux 4 d'un coup, là? Non, moi je m'attendais aussi à Fire Blast et Price. Parce que Eidolon et Sulfuris. Eidolon, on en parlait beaucoup il y a un moment. Et les gens, en fait, se sont dit le problème, c'est pas vraiment ça, mais. Je pense que c'est pas un moindre ban. Après, Sulfuris Vortex, moi je m'attendais pas à ce qu'il soit bon, mais... Ouais, non, mais voilà, là c'est... Alors là, on est juste en train de digérer un petit peu tout ça. Donc maintenant, on a eu des bans. Le petit contre-coup, là qu'on voit, c'est que du coup, il n'y a pas eu d'unban. Ouais. Donc ça, c'est un petit peu triste. Après... Avec des bans aussi conséquents, ils veulent peut-être attendre avant de... Si jamais des bans sont en discussion, peut-être attendre de voir la méta. C'est ça. Après, alors du coup, c'est vrai que là, du coup, alors il y a deux possibilités de voir la chose. C'est vrai que nous, en tant que joueurs, on nous avait dit 20 PV, on va déban des choses. C'est vrai que là, on a eu que des bans aujourd'hui. On a eu des débans la dernière fois. Après, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que quelque part, ces bans-là débannent, on va dire, certains GG, certains packs. C'est-à-dire que combo qui, justement, ne pouvait pas exister, parce que là on vous parlait du fait que combo n'existait pas. Si on commence à ralentir le format, il va pouvoir, combo va peut-être pouvoir revenir. Voilà. Et du coup voilà, je pense que c'est ça. Après on va voir un petit peu les explications. Donc c'est à partir du 29 septembre. Mais du coup, il n'y a aucun déban. Du coup, ils ont choisi la solution numéro 1. On va ralentir le format. Donc, explication un peu plus. Donc, avant qu'Éminence soit relâché en Commander 2017, 2 commandants avaient cette capacité qui fonctionnait en command zone, qui était Oloro et Derevi. Les 2 étaient bas dans Duel Commander, et avoir des capacités de cartes qui fonctionnent en command zone, ça enlève l'intérêt de caster, de jouer son commandant, et donc c'est vachement plus puissant dans un duel, totalement. Ouais. Edgar Markov, il ouvre une capacité d'un build super solide avec un deck tribal qui retourne autour des vampires. Alors c'est vrai que le côté Flavor est super cool, mais le goût n'y est pas. Tu vois, ça fait 4 semaines qu'il est là et il domine quasiment tous les formats. Il polarise non seulement le format entre Edgar et anti-Edgar, mais ça tue totalement. Voilà, c'est la définition même de aller en l'encontre de l'adversité. Ça démontre que la puissance de cette carte
Donc ça explique facilement pourquoi Edgar est ban. Et je pense que là, vraiment, c'est la carte sur laquelle personne... Personne n'a été contre un ban d'Edgar. Non, mais c'est même... Tout le monde s'y attendait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas monté le pack parce qu'ils savaient. Alors on est triste pour les gens qui ont acheté Voilà, ça fait à peine un mois, vous venez d'acheter le préconstruit. Malheureusement, vous pourrez plus le jouer en Duel Commander, à moins de changer sur le deuxième qui était Marsil, je crois. Ou, non, pas Marsil, l'autre. Oui. Vous pouvez essayer de faire un build avec l'autre. Et même se passer en rouge-noir avec genre Olivia ou quelque chose comme ça. Voilà, donc vous pouvez jouer Vampire, mais malheureusement celui-là il est voilà. Fire Blast, on vous l'expliquait avant, donc là on va dire la même chose à mon avis. C'est une fois que Burn a atteint un certain nombre de terrains, il n'en a pas besoin de plus. Donc et il n'y a pas moyen d'exceller dans des cartes en plus pour se refaire leurs mains. Donc les landes additionnelles sont absolument pas intéressantes. Donc c'est là où Fire Blast devient totalement gratuit parce que finalement tous ces landes qu'on a en plus, on n'a aucun souci à les sacrifier. Il n'y a aucun contre-coup en fait. Et la tempo de cette carte est super bonne. En plus, si en plus Fire Blast avait un archétype très riche dans d'autres formats, c'est encore plus fort dans le fait que ce soit singleton. Parce que comme c'est une carte singleton, on ne peut pas commencer à jouer autour. On ne sait pas à un moment si elle arrive ou pas. Et en plus, dans un pack, il n'y a pas de tutor. Donc dans un format singleton, dans une partie singleton où on va jamais piocher Fire Blast, c'est pas super bon de jouer des landes. Alors que quand on arrive à 4 montagnes, c'est super fort, ou même à plus de montagnes, donc c'est pour ça que c'est ban. C'est en gros l'explication qu'on avait avant. Et de long, donc ça ressemble à pilier pyrostatique, c'est le même effet, sauf que c'est une créature. Donc c'est à dire que en fait ça peut me coller des dégâts en attaquant. Et en plus, il est intégré dans 100% des jeux raid. Donc, il fait environ entre 6 et 10 dégâts tout seul sur une base de dégâts. Donc, du coup, et c'est une carte qui est toujours always win si elle survit à. Donc, voilà, en gros, si elle survit un tour ou deux, elle va forcément mettre beaucoup de dégâts. Et même si elle se fait tuer, elle aura au moins mis ses 2 dégâts. Ouais. Voilà. Donc, et en plus des 2 dégâts, il aura fait faire du 1 pour 1 pour la carte. Donc maintenant que le Duel Commander, on est passé à 20 PV, les CCM des cartes a vachement baissé parce que le tournoi devient de plus en plus compétitif. Il y a beaucoup plus de pression avec cette carte et du coup c'est une carte clé dans les decks burn, donc elle est plus tolérée. C'est vrai que cette carte en 30 PV, comme on jouait des CCM qui étaient entre 4, 5, 6, tu disais à partir du moment où tu arrives au late game, tu joues tes gros sorts à 4, tu t'en fous. Là c'est une carte qui voilà. Sulfuric Vortex, alors là c'est la carte qui moi me pose le plus de questionnements. Alors elle crée un problème en Duel Commander et elle annule totalement certaines stratégies. Beaucoup de jeux ne peuvent pas la gérer et ne peuvent pas gagner à cause de ça. C'est un problème dans le concept du format. Il parle des jeux qui jouent sur les points de vie alors du coup. Oui, et je pense les jeux qui jouent mono noir par exemple, qui peut totalement pas le gérer, les enchantements, d'accord. C'est aussi une carte contre d'autres decks, contre les jeux enchantements. Et et comme c'est un enchantement, il est beaucoup plus dur à enlever et il génère une cloque qui est plus grande que les jeux que celle des jeux contrôle. Et elle prévient aussi qu'est-ce que je veux dire, les dégâts contre les jeux qui veulent rentrer des lifelink. Tu te dis voilà, j'ai joué contre Burn en rentrant du lifelink et finalement ton lifelink il sert à rien. C'est ça. Ça punit aussi les joueurs qui build autour de Burn, puisque finalement ils build autour de Burn en remettant des gains de PV et ils peuvent pas le faire quand il y a ça sur le champ de bataille. Ça. Donc pour eux en fait c'est ce côté en fait j'empêche le build en fait. C'est un côté manque de diversité plus que de surpuissance. Oui, c'est vraiment plus j'empêche les jeux qui jouent noir et rouge d'exister ou voilà. Ça empêche aussi le fait que tu te dis bon je rentre du gain de points de vie pour ça, donc des cartes qui sont pas forcément bonnes dans ton pack et au final en fait c'est même des cartes mortes une fois que c'est sur table parce que ça te fait pas gain de points de vie. D'accord, juste il y a Jocelyn qui m'a envoyé une image. Et Price of Progress, je pense qu'on va pas l'expliquer plus que ça. On a l'aspect singleton qui fait qu'on peut faire une win. Voilà, donc le singleton aussi renforce l'aspect de Price of Progress dans le sens où c'est pas la peine d'essayer de builder contre ou de se préparer à jouer contre parce que tu sais pas si ça va arriver ou pas. C'est exactement ce qu'on veut expliquer avant quoi. Donc c'est vraiment
C'est vraiment what the fuck là. Là on a du coup voilà les premières informations. Donc là du coup nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre maintenant cette banlist et on va du coup appeler notre cher correspondant du comité qui va du coup partager avec nous ce moment et du coup on va lui parler un petit peu avec lui. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en mettant #comité. Non, je rigole. Donc Manu, est-ce que tu es avec nous? Ouais, salut. Salut Manu, donc voilà, on accueille Manu Le Marec, donc membre du comité. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu et justement dire depuis combien de temps tu es dans le comité, nous parler un petit peu de tes goûts et puis après on enchaînera sur la banlist. Voilà, juste te présenter quelques instants. Ok, donc salut Cosette, Simon, salut tout le monde. Je suis dans le comité, je sais plus trop depuis combien de temps, quelques années, peut-être 3 ans, un truc comme ça. D'accord. Je joue depuis longtemps, j'ai dû commencer en 94-95 à jouer à Magic, et puis après j'ai commencé des formats qui ressemblent un petit peu à l'EDH assez tôt, quand il y avait les decks de mise, des decks singletons, 300-400 cartes, et puis ça fait donc dès les prémices en fait de l'EDH, et puis j'ai vécu un bon moment de l'EDH quoi. D'accord. Voilà. Voilà, super. Alors du coup, avant de commencer dans les questions sérieuses, on a une question de Kiliat qui fait Manu, comment fais-tu pour être aussi beau et intelligent à longueur d'année? Non, je rigole. Bon, je vais couper la discussion tout de suite. Non, donc voilà, donc on a cette banlist qui est du coup, comme si tu as vu un petit peu notre émission, axée sur la possibilité numéro 1 qu'on a évoquée, qui est la possibilité finalement de calmer aggro, de bannir et de ralentir finalement le format par les bans. Alors du coup, la question c'est voilà, pendant tout le travail de test et de préparation du comité, est-ce que c'était la première solution qui vous est arrivée ou est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé au fur et à mesure des tests? C'est une solution qui... disons que pour avoir besoin d'une solution, il faut qu'il y ait un problème. Et le problème en question, c'était l'agressivité du format, donc qui venait de Zurbo, qui venait également aussi d'Edgar. Alors, en fait, la solution, elle vient évidemment des tests, elle vient du metagame qui s'est dessiné, elle vient des résultats des tournois, elle vient de ce qu'on a fait, et puis elle vient en dernier lieu de l'analyse en fonction des différentes possibilités. Alors vous l'avez dit, on pouvait bannir Zurgo, on pouvait couper la tête à Zurgo, on pouvait couper la tête à Edgar. Oui. Après, en regardant, disons, les cartes en elles-mêmes, la puissance du jeu Edgar, elle est entièrement portée par le jeu Edgar, par le général. Ce qui apporte la puissance est là. Et, en fait, sur Edgar, ça posait pas trop de soucis. C'était vraiment plus la gestion du mono rouge qui était le problème. D'accord. Et bon, à partir de là, on est quand même sur une banlist qui revient des 30 points de vie. On est sur 10 mois d'existence de l'EDH avec 20 points de vie. Et le rouge est complètement intouché pour l'instant. Donc ça paraît aussi normal que le rouge... étant donné que la color pie maintenant est respectée, que l'équilibre des couleurs, et enfin on joue véritablement à Magic, ça paraît normal que le rouge soit analysé aussi en tant que couleur en elle-même. D'accord. Parce que quand on voit un 2-2 pour 1, on sait que dans d'autres couleurs, ça pose pas forcément de problème. Donc on peut imaginer que c'est pas tout de suite le général dans cette shell-là qui... Enfin, on va regarder le général dans cette shell-là, mais en sachant qu'il n'est pas forcément problématique dans un autre shell, que la couleur rouge est intouchée. Enfin, l'analyse finalement nous a plus poussé à aller vers les cartes à bannir dans le rouge. Alors la question qu'on se pose, c'est du coup, est-ce que 4 cartes, c'est pas trop? Alors, moins c'est difficile d'avoir un impact. D'accord. À cause du fait d'avoir 99 cartes, c'est ça? Plus, ça va te demander aussi à toucher des cartes qui sont... qui ont peut-être un petit peu plus faibles, en tout cas, moins percutantes, moins symboliques. Si on allait regarder vers des 5e cartes, on commençait à toucher aussi des cartes qui étaient pas simplement des cartes qui étaient jouées dans notre site, c'est-à-dire Zurgo plutôt burn. Ouais. Si on va aller regarder une carte comme la Confluence Rouge, par exemple, qui est une des meilleures cartes rouges actuellement jouables, la couper, c'est dommage parce qu'elle profite à beaucoup d'autres decks.
Donc on a essayé de cibler des cartes qui étaient des puissantes dans Zurgo Burn, donc on va dire son meilleur spell, sa meilleure créature. Je pense à Sulfury Blast et puis à Eidolon. Et puis des cartes qui sont mauvaises pour le format dans le sens où comme c'est un format singleton sans side, c'est pas facile de metagamer si on a des cartes anti-metagame qui sont jouées facilement. Disons que c'est des cartes qui font gagner des parties que Zurgo ne devrait pas gagner si l'adversaire a fait les efforts suffisants pour l'en empêcher. C'est des cartes qui ont ce petit côté injuste là. C'est ça, donc c'est-à-dire qu'en gros, le but du ban de ces cartes, si je comprends bien, c'est que permettre aux gens qui vont rentrer une créature qui a un lien de vie, de pouvoir que la créature qui a un lien de vie ou qui a un gain de PV ait un impact sur le jeu et pas de perdre quand même malgré cette créature-là. C'est vrai que par exemple, des fois on est à 6, on va jouer un balotte, on gagne 4, on passe à 10, et derrière... Récompenser le building, récompenser une analyse de metagame, récompenser des choix, parce que c'est risqué de rentrer une créature lifelink. Une créature lifelink, ça se paye en mana. Donc forcément, c'est important que le format permette aussi de récompenser ces choix-là. Et une carte comme Sulfury Vortex, c'est pas la seule qui empêche de gagner des points de vie, mais elle a aussi d'autres attributs, comme le fait qu'elle soit pas gérable, et ça encore, là, ça vient percuter le fait qu'il n'y ait pas de side et qu'on puisse pas pallier aux défauts de nos jeux. Il y a quand même pas mal de jeux dans les autres formats qui utilisent un certain shell de couleurs et puis qui vont en chercher un autre dans le side pour pouvoir justement s'adapter. Mais on sait que c'est pas possible, l'identité de couleur fait quand même beaucoup dans les possibilités des decks. Oui, parce que du coup, en fait, si cette carte aurait été une créature, je pense qu'elle aurait été beaucoup peut-être plus faire. Le fait qu'elle soit un enchantement empêche certaines couleurs comme le rouge et le noir de pouvoir la gérer, et c'est ça qui a joué aussi dans la balance, je pense. Oui, voilà, ça a joué dans la balance, ça fait partie... Ça fait partie des cartes qui ont un effet qui est indésirable et en plus qui ont plusieurs aspects qui sont indésirables en fait. Le fait que ça va vraiment couper l'anti-metagame, ça va être très difficile à gérer. Évidemment, il existe plein d'autres cartes qui empêchent de gagner des points de vue au fur et à mesure, mais qui ne sont pas aussi problématiques que celles-là. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, alors, la question qu'on va poser pour rassurer un petit peu nos joueurs de Zurgo qui sont dans la salle, est-ce que Zurgo est toujours jouable ? Voilà. D'après vos tests, voilà. D'après, si on enlève ces 4 cartes-là, voilà, parce que je suis sûr qu'il y a des joueurs de Zurgo qui sont en mode « Ouais, mon jeu, il est mort, il va devenir tiers 12 ». Est-ce que Zurgo reste un tiers 2 ou un tiers 1 ou un tiers jouable malgré le ban de ces cartes-là, d'après le peu de tests que vous avez fait en tout cas, au moins? Bien sûr, le Zurgo a été très oppressant dans sa version Burn, qui est une version qui a été la plus évidente à monter. Maintenant, c'est une couleur qui est relativement inexplorée. Si on regarde une couleur comme le bleu, dont je suis un petit peu plus spécialiste, il y a un pool de cartes énorme à explorer. On peut pas, c'est pas parce qu'on va avoir commencé à tailler les 4 premières cartes rouges que le pool rouge viendra de s'effondrer. Ça, on pourra pas me vendre cette idée-là. Et Zurgo de 2 pour 1 rouge restera suffisamment efficace pour leader avec Deathwing. Il n'y a pas de souci à ça. Alors du coup, une autre question qu'on vous pose aussi, du coup la question c'est, est-ce que du coup, maintenant Zurgo est moins en danger d'être banni? Du coup, le fait d'avoir ces 4 cartes là qui sont quand même, qui calment le pack, sans pouvoir justement, en laissant cette même mauvaise vanilla en command zone. Parce qu'il y a eu un moment, toute une discussion sur le fait de s'assurer un tour 1, est-ce que c'était pas trop puissant? Du coup, voilà, est-ce que maintenant ça protège un petit peu, on va dire, Zurgo quelque part ou pas? Ça paraît insensé de commencer à régler le problème du rouge en s'attaquant direct à une vanilla de 2 pour 1. Ça paraît pas être le bon choix. Maintenant, on sait que derrière les joueurs d'Edgar se cachent un petit peu des joueurs de Zurgo. Il y a des joueurs d'Edgar qui sont des spikes qui ont choisi Edgar avant ils pouvaient jouer Jace ou quoi que ce soit, mais il y a des joueurs très agressifs qui vont les reprendre, les Zurgo aussi, donc Zurgo va revenir. Non, j'ai perdu le fil de ma pensée. Rappelle-moi ta question. Par rapport au fait qu'est-ce que Zurgo serait en danger du coup maintenant ou pas, ou plus du coup le fait que maintenant. Voilà. Donc on est sur une solution qui est forcément alternative au fait de bannir Zurgo. C'est clairement, on a fait ça pour essayer de lui donner sa chance. Oui. On est sur une période de 2 mois. Donc il y a aussi une période qui est relativement courte quoi. Donc, alors Zurgo il est encore forcément complètement watch quoi. Si on devait regarder 3 ou 4 généraux qui sont à regarder, Zurgo est là quoi.
Oui. Ok. On a une petite question de Iris Magic qui nous fait avec l'hashtag comité. Pourquoi ne pas avoir banni Ankh qui lui paraît bien plus forte? Donc Ankh, on rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artefact pour 2 mana qui fait qu'à chaque fois qu'on pose un terrain, on prend 2 dégâts. Voilà. Du coup... Eh ben, c'est pas une carte peut-être qui a été autant historiquement jouée. C'est peut-être pas une carte qui est aussi puissante finalement. C'est une carte autour duquel on peut être plus facilement jouer. Alors c'est une carte qui est très très forte. Hein, c'est une carte en plus de l'archétype burn, c'est-à-dire de l'archétype qu'on souhaite affaiblir un minimum. Donc c'est pas une proposition absurde du tout. Maintenant, elle semble un petit peu en dessous des 4 propositions qui ont chacun leur côté un petit peu insane, quoi. Le Price of Progress, ça peut être vraiment très très explosif. Les dolons, on peut jamais perdre. Enfin, on ne perd jamais au deal en jouant les dolons tour 2. Bref, c'est des cartes qui sont un tout petit peu moins... un peu moins fortes, plus efficaces, quoi. C'est ça, je dirais un cran en dessous, quand même. C'est ça, si Ankh, c'est quand même un mauvais top deck. Je veux dire, si on a déjà 5 terrains, on arrête juste de lander, et puis voilà, quoi, je veux dire, au bout d'un moment... Alors que les autres, on peut pas arrêter, je veux dire, Sulfurique, tu peux pas arrêter de te prendre 2, tu vois, faut la gérer. Mais voilà, on a répondu en tout cas à Iris. On va maintenant... Moi j'ai encore une question par rapport au déban. Vu que là on voit qu'il n'y a aucun déban, est-ce qu'il y a des débans qui sont discutés? Est-ce que vous comptez peut-être... La question c'est déjà pourquoi pas de déban déjà? Oui. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que du coup la raison pour laquelle il y a 0 déban, est-ce que c'est parce que vous voulez d'abord voir ce que ça va donner sur le méta? Voilà, c'est vrai qu'on a eu l'habitude lors de la dernière banlist d'avoir une petite sucrerie, un petit bonbon, un petit déban pour nous. Alors, pourquoi on l'a plus? Pourquoi Disons que la banlist, elle est pas non plus... on peut pas y piocher, on peut pas avoir... Il n'y a pas des provisions infinies dans cette banlist. Bien sûr. La première question qu'on se pose quand on cherche un unban, c'est déjà lequel. Et quand on regarde cette banlist, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont très très puissantes. Alors évidemment, il y en a plusieurs qu'on a réfléchi. On a réfléchi à des cartes qui peuvent vous paraître aussi stupides que Chanel ou des choses comme ça. On a regardé, on regarde toujours Humility, on l'a toujours du coin de l'œil, on est toujours aussi à regarder sur des accélérateurs, bien sûr. Les derniers accélérateurs. Mais si on va aller chercher vers les grilles monolithes. Alors là, je voyais dans votre liste. Oui, on peut la remettre un petit peu. Tabernacle, c'est quand même de la bombe nucléaire, quoi. Oui, totalement. Dick Through Time, on nous met sur le chat. Dick Through Time, c'est de la bombe nucléaire. Pour l'instant, c'est relativement difficile d'aller prendre des risques tous les 2 ou 3 mois sur des unbans. Les derniers unbans qui ont été faits, je pense qu'ils sont encore observés. Fastbond, c'est encore une carte qui mérite un temps d'observation assez long. Alors justement, si je permets juste de c'est pas déraisonnable pour l'instant. Par rapport à Fastbond, j'ai eu un MP, la question c'est pourquoi autoriser Fastbond alors qu'on a ban les Mox? Voilà, je la pose comme elle est, voilà. Alors, Fastbond et les Mox, on va quand même pas être sur la même carte, on va pas être sur la même structure de jeu, on va pas... Bien sûr. C'est relativement difficile à comparer, je veux bien essayer de répondre à la question. Je la pose comme on me l'a posé. Je pense que déjà, si on regarde le pourcentage de jeux dans lequel Fastbond va être éligible et le pourcentage de jeux dans lequel les mods vont être éligibles et vont être jouables, on va avoir la réponse principale à la question. Voilà. C'est-à-dire que Ennemi Général A2 va profiter des mods, les mods ça va forcément profiter du fait que tu as ta main à 8 cartes. Donc, c'est ça. Le jeu Fastbond, ça reste un archétype ciblé, ça reste une niche quoi finalement. Alors que les mobs c'est absolument tout le contraire d'une niche. Voilà, donc pour répondre à la question, du coup, voilà, c'est que en fait Mox ça rentre dans n'importe quel jeu, alors que Fastbond ça demande un build. Alors du coup, moi je vais juste ma petite question perso à moi. Est-ce que du coup, après ces ce petit mois ces 2 petits mois de test, est-ce que les parties où justement on a du Fastbond qui fait une partie sur 25, même si c'est une partie dégénérée, est-ce que du coup, est-ce que pour le format, est-ce que c'est intéressant quelque part? Voilà, ce côté un peu où je vais être fair dans 80%, 90% des matchs, et dans 10% des matchs, je vais mettre en place une non-game.
Ça ressemble assez à une définition du Duel Commander, ouais. Parce qu'une bonne carte en Duel Commander, 90% du temps, elle fait un effet acceptable, et puis 10% du temps, elle pète la baraque, quoi. Ouais, ça paraît une définition faire, en tout cas. D'accord. Ok, bon, on l'a posé. Il y a Nistaf qui nous pose, alors, favoriserait-on les decks verts? Alors je pense que les decks verts on en a un petit peu besoin parce qu'en ce moment ils n'existent plus trop, donc mais après je te laisse répondre à Nistaf parce que... Oui, les decks verts favorisés pas particulièrement, en tout cas pas véritablement de mon fait. Les decks verts, ils ont bénéficié des unbans, mais encore une fois, c'est pas tous les decks verts qui peuvent en bénéficier, c'est quelques unbans de niche. Donc, moi j'ai plutôt l'impression qu'on a réveillé quelques archétypes qui étaient éteints et que c'est pas véritablement la color pie qui est regardée. C'est pas par le prisme des couleurs qu'on peut dire qui ou quoi a été favorisé, c'est plutôt sur le niveau des archétypes. Qu'on dise que Titania a gagné, qu'on dise que G-Troll a gagné, c'est-à-dire que Ramp est donc une partie du vert à gagner, ok. Maintenant, voilà, c'est sûr. Des jeux qui ont gagné alors qu'on n'y a rien fait, quoi. Je pense que le général des chats, c'est aussi un jeu vert, on n'y est pas pour grand-chose, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, il y a aussi une capacité éminence, d'ailleurs, donc à surveiller de près. Bien sûr. Tu voulais dire quoi moi, par rapport à Baral... Ah, pardon. Oui, non, je voulais simplement dire, c'est forcément un jeu à surveiller de près. C'est deux couleurs qui sont capables de beaucoup d'adaptations. Le blanc et le vert, c'est capable de faire à peu près n'importe quoi si tu as envie de t'adapter avec. Bien sûr. C'est pas tout à fait, par exemple, comme un Edgar qui va être beaucoup plus straightforward. Voilà. Alors on a juste une question Simon, et après on a une question qui est revenue 2-3 fois que je poserai après. On a déjà expliqué lors d'une autre émission, mais ce serait bien de faire une piqûre de rappel pour que les gens comprennent comment fonctionne la banlist du comité. Vas-y, je t'en prie. Moi, ça serait par rapport à Baral. Est-ce que vous surveillez un peu dans les prochains mois? Est-ce que vous comptez surveiller Baral, vu que là, il perd quand même 2 très mauvais match-up. Enfin, il gagne 2 mauvais match-up qui partent. Voilà, c'est ça. Est-ce que il est surveillé ou pas? Parce qu'il a quand même une capacité très forte en lui-même. Donc, Ouais, alors il y a Baral, il a quand même récemment perdu son plan de jeu qui était son plan de jeu de base. Maintenant, il reste un plan de jeu relativement un petit peu plus dissolu. On va dire que derrière Baral, on peut effectuer le plan de jeu avec un général comme le Lenzoker Teferi aussi, c'est à peu près le même shell de deck. Ouais. Bon, Baral, c'est pas un jeu qui, dans son shell actuel, paraît être au-dessus du tir 1. Et en plus, il va y avoir la réédition de Capture of Jinzu, là, donc on va avoir peut-être un petit peu de remise en commerce de ça, donc ça va être un jeu qui va devenir un poil plus accessible, j'ai envie de dire. C'est peut-être pas encore le moment de lui couper la tête non plus, c'est peut-être plutôt le moment d'observer un petit peu ce qu'il peut faire. Oui, non, c'était juste... Alors, on a beaucoup de gens qui sont pas d'accord sur Fastbond, là, et je dis, oh, finesse. Alors, la question qu'on voulait poser, mais après, voilà, sur Fastbond, moi-même, j'avoue que des fois, voilà, on est d'accord que c'est frustrant, c'est parti où on peut rien faire, on a perdu parce qu'on s'est pris tour 1 Fastbond, il nous reste des mondes et puis on a perdu. C'est le principe que balance des fois. Mais bon, alors la question qui pose souvent et que j'aimerais que du coup tu répètes malgré le fait que d'autres membres du comité l'ont dit, pourquoi, la bonne vieille question du ban préventif, c'est pourquoi ne pas avoir fait une banlist, avoir ban en préventif au moment où on a eu le spoiler de Edgar par exemple, ou chat, ou ça en fait. Pourquoi ne pas faire en gros la question, si je la résume, ce que nous dit Soussou 372, c'est pourquoi le comité ne fait pas de banlist en amont quand il sent qu'une carte a un potentiel trop dangereux. Je te laisse répondre. Alors, c'est toujours difficile de bannir au jour même. Ça veut vraiment dire laisser aucune chance, ça veut vraiment dire que les joueurs vont absolument pas jouer la carte. Déjà, c'est une question d'humilité par rapport à ce qu'on analyse de la carte. C'est aussi une question de cœur pour pouvoir laisser aux joueurs le temps un petit peu de s'amuser avec. Alors, c'est vrai que il y a des questions d'investissement, il y a des questions de risque qui peuvent aller en balance avec ça. Mais c'est toujours quand même difficile de faire des bans préventifs et d'annoncer le jour même. Voilà, donc pour ceux qui ont raté... On va avoir un calendrier qui
permettra, j'espère, de réduire au maximum les temps à souffrir sur un général qui sortirait d'une édition Command Zone, d'une édition Commander, pardon. D'accord. Super, bah du coup ça va permettre de rebondir sur justement l'organisation par rapport à justement ce fait-là. Du coup, comme vous l'avez compris, les gens qui se posent la question, les bans préventifs on évite. La question c'est comment réagir au mieux, et du coup par rapport à ça, comment est-ce que compte s'organiser justement du coup le calendrier et l'organisation du comité par rapport à cette réaction, pour être réactif, pour être sur le qui-vive, pour pouvoir être dans la communication par rapport aux gens. Est-ce que tu peux justement un peu nous développer ça, parce qu'il y a même des questions qui nous posent comme est-ce que le comité est en relation avec Wizard, est-ce que du coup par rapport au fait que Wizard aussi les annonces ont été décalées, elles sont à quelques semaines après la sortie d'une extension, pour avoir mieux de recul, le fait que Wizard maintenant mettre une banlist juste 5 semaines après un Pro Tour, je crois, c'est ça, des trucs comme ça. Voilà, donc je te laisse un petit peu, je te laisse la parole pour que tu nous expliques un petit peu justement comment va se dérouler finalement le futur du duel Commander et du comité. Alors, ouais, il y a beaucoup de points. Tu me les rappelleras peut-être au fur et à mesure. Par rapport aux relations avec Wizard, on est en contact avec certaines personnes de Wizard avec qui on communique à chaque fois qu'on a un sujet à traiter. Par exemple, au moment du développement du Commander sur MTGO, on a pas mal été en contact avec eux, on a partagé avec eux nos analyses, on leur a transmis, on va dire, un dossier avec différents éléments. Alors, mais bon, on reste, soit en fait on va les écouter, soit on va les conseiller, mais on ne peut pas dire que ça soit une collaboration directement, parce que il reste, ils sont supérieurs, enfin ils ont absolument tout pouvoir, mais nous on est simplement des bouches ou des oreilles pour eux, quoi. Normal. Okay, Maintenant, on communique avec eux à chaque fois qu'on en a besoin, à chaque fois que dans une initiative qu'on a envie de développer, des choses comme ça, on a des contacts pour ça. Ok. Concernant donc le calendrier, c'est vrai que c'était pas facile ces derniers temps de lire le calendrier de Wizard. Ils ont fait pas mal d'annonces sur des périodes, sur des périodes rapprochées. En tout cas, c'était pas très très régulier. Et nous aussi, du coup, on patinait un petit peu à chercher le bon rythme. Donc là, on a proposé quelque chose. En tout cas, on va essayer de stabiliser ça. Donc la prochaine annonce, vous avez vu, sera dans 2 mois. Voilà, du coup, c'est vrai qu'elle est plutôt que d'habitude, 1er décembre, 27 décembre, pardon, novembre, qui sera applicable le 1er décembre. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, et la suivante sera ensuite 3 mois après, puis la suivante 3 mois après. Ce qui permet en fait que les annonces arrivent 2 mois après la sortie des extensions de base, enfin les extensions normales de Wizard. Je parle pas des extensions Commander. Ce qui laisse 2 mois d'analyse, qui est un temps plutôt décent pour pouvoir avoir quelques tournois, avoir du temps de test, avoir du recul, avoir des discussions. Bien sûr. Et donc avoir une balise qui tombera à partir de 2 mois ensuite. Pour ce qui est, donc si on a une carte qui est un petit peu problématique, la plupart des cartes qui sortent des éditions normales sont bien calibrées, donc c'est difficile en 2 mois même parfois de réussir à hacher une carte. Oui, c'est souvent les éditions Commander qui posent problème. Ouais, donc du coup on est plutôt on sera sur la possibilité de bannir une carte évidente en 2 mois, une carte un petit peu plus complexe en 5 mois ou plus. D'accord. Pour les éditions Commander, elles vont... alors pareil, la dernière est tombée en août, donc on a aussi l'annonce qui arrive en août. Donc ça laisserait en fait 3 mois. 3 mois, ça laisse un petit peu plus de temps que 2 mois, ce qui permet d'être sûr de faire tomber la hache au bout de 3 mois. On est en fait sur ces... Alors du coup la question c'est justement sur l'édition qui justement pose le plus problème, qui est l'édition des Commanders, parce que c'est l'édition qui sont pensées en multijoueur pour ceux qui savent pas, donc c'est vraiment ça qui pose, parce que c'est vrai que Edgar en multijoueur, on va pas se mentir, hein, c'est pas un problème. Mais du coup, est-ce que du coup 3 mois ça serait pas un petit peu long dans une méta pour un général qui serait genre, on voit par exemple imaginons là Edgar 2 mois encore en plus. Est-ce que pour les joueurs, ce serait pas, je dirais, un peu dommageable, j'ai envie de dire, ou est-ce que du coup il y a comment formuler ça? Ouais, on est toujours sur cette idée sur les 12 mois de l'année,
pendant combien de temps est-ce qu'on va se taper les packs Commander? Et sur ces 12 mois-là, bon, 3, ça paraît être un compromis pas trop mauvais. Il en reste 9 derrière quand même. C'est sûr. Et puis, il y a cette idée que quand les packs Commander arrivent, il y a un engouement, les gens ont envie de les essayer, les gens ont envie de les tester. Ils ont pas envie qu'on leur dise tout de suite, nous, ça c'est trop fort. Voilà, c'est aussi une forme d'humilité, une forme de façon de laisser un petit peu de plaisir aux joueurs. Alors ça peut se transformer en déplaisir si c'est trop long, évidemment, mais après, où mettre la limite. Ouais. 3 mois, ça paraît être... non, après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que du coup, si ça arrivait plus tôt, parce qu'il y a des gens qui vont acheter le pack, faire de l'investissement dessus, et c'est vrai que des fois, se faire ban, ils disent si au moins ça arrive tout de suite, on n'investit pas dans le pack. Alors le problème c'est que ça fait perdre des ventes à Wizard aussi, donc c'est pas forcément ce qu'on cherche à faire, puisque le but c'est de faire fonctionner ce jeu, fonctionner ce format, donc on n'est pas là pour court-circuiter les ventes de Wizard, hein, c'est pas le but. Non, Du coup, je comprends. Alors, il y a des questions qu'on a un peu ratées. Excusez-moi. Alors, on va en rajouter une ou deux et je pense qu'on va quand même après, parce que mon pauvre, ça fait une demi-heure que tu es en train d'être harcelé de questions. Pourquoi toujours alors, la question ici, voilà, on parle du concept de affaiblir les decks tiers 1. Ça crée de nouveaux tiers 1 et on continue les bans. Serait-il pas mieux de figer un peu la méta? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire de ne rien faire? De pas ban et de laisser les tiers 1. Oh là là là, c'est compliqué ça. Bon, alors là, c'est-à-dire que si je comprends bien, lui, il aimerait qu'on se mange du... Genre du Vial, du Edgar. Edgar, là, il a envie de se manger encore des mois d'Edgar. Bah, je pense qu'il pensait aussi par rapport aux éditions précédentes avec Vial Crow. Ouais, donc en fait, la grosse, c'est la question, c'est est-ce qu'on pourrait pas faire comme le Legacy, en mode débrouillez-vous, on va laisser la méta se réguler par elle-même, et puis si vous arrivez pas... Ouais, c'est toujours une possibilité, le jardin sauvage. Ouais, c'est ça me paraît un peu... Est-ce que c'est vraiment ce qui est souhaité? On a quand même beaucoup d'échos et puis des résultats statistiques qui montrent que Edgar, c'est quand même très pressurisant. Alors, avoir laissé la méta se développer, ça a été essayé du temps de Edric déjà. On avait un format pyroclasme qui était arrivé. Alors c'était intéressant, Lénine versus Edric, il y avait des match-ups qui étaient coupés. C'était pas non plus au niveau de la diversité c'était pas la panacée non plus. On va avoir des decks qui vont s'en sortir, mais grosso modo, on va retrouver à peu près les mêmes menaces dans les mêmes decks. On va avoir des archétypes qui vont se ressembler. Et c'est pas intéressant, c'est vraiment intéressant. C'est un petit peu plus intéressant en fait si ça souffle trop du côté d'aggro, d'essayer de calmer un petit peu le jeu, et pour que le Duel Commander ça reste un format où on puisse jouer un petit peu après le tour 5 quand même. Ouais, c'est ça. Oui, bah c'est sûr. Non, là, il nous précise juste, en gros, c'est en fait, lui, il disait juste de laisser du Geist, de remettre du Geist, par exemple, ou du Bruce pour essayer de contrebalancer le Zurgo et le Edgar. Mais après, ça, c'est un autre, c'est un autre débat. Je sais pas. Ouais, à chaque fois qu'on a un problème, si on essaye de trouver la solution en ressuscitant un problème ancien, je suis pas non plus certain qu'on va arriver à solutionner quelque chose au final. On est quand même sur du Guest, sur une carte qui est pas non plus très saine. On est quand même bien content de pouvoir jouer des removals et de pouvoir builder. Le fait d'avoir banni Guest, ça a quand même, entre guillemets, débanni 75% des removals de Magic. C'est ça. Il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des dégâts collatéraux qui sont un petit peu trop durs quand on essaye de solutionner quelque chose dans ce sens-là. Alors évidemment, ça paraît plus simple de rallonger le banlist, mais encore une fois, là, on est sur la construction de l'identité de couleur rouge. On est sur les toutes premières cartes qui se sont intégrées à la banlist en rouge. Alors du coup, en parlant justement de ça, de fait d'être pris, on a justement Jocelyn, notre comment dire ça, intervieweur, je veux dire, non,
notre collaborateur qui nous pose la question du comment pensez-vous que cette banlist risque d'être prise par les pays étrangers, parce que là il nous annonce que c'est vrai que là les premières réactions à chaud ce soir de la Russie sont pas très très bonnes. Du coup il y avait aussi eu un tournoi en Russie national où ils attendaient 40 joueurs. Ils en ont eu 19. Est-ce que c'est dû au fait que ça allait trop vite? C'est vrai qu'on a eu ces derniers mois beaucoup de changements finalement, et c'est vrai qu'il faut du temps pour s'adapter, et c'est vrai que quand on joue des cartes qui sont un petit peu chères, tout le monde a du mal. Comment est-ce que vous prenez la chose, ou est-ce que par rapport à ces pays-là, et puis après on parlera nous par rapport en France, par rapport à les tournois qu'on a fait, qui étaient plutôt là on nous parle de Sergueï, voilà, donc la source ce serait Sergueï. Par rapport à la Russie, c'est vrai que la Russie, c'est vrai que la communauté qui est le plus touchée par le problème de Zurgo. La Russie joue énormément Zurgo, et ça aurait peut-être été un pansement plus efficace régionalement de couper la tête à Zurgo, et je pense qu'il y a beaucoup de Russes qui en auraient été très satisfaits. Maintenant, il y a eu quand même une action qui a été faite contre, on va dire, pour limiter l'effet de Zurgo. Et moi, j'aimerais bien inviter les Russes à essayer aussi, à faire... s'ils veulent venir sur le chat. La vie des communautés, elle est assez difficile à maîtriser. C'est pas non plus le rôle du comité. Il y a des organisateurs de tournois, il y a des associations, il y a des forums, il y a des gens qui parlent, c'est simplement des bandes de potes. Bien sûr. Au cours d'une vie de joueur de Magic, on va passer d'un format à un autre, et puis pour des raisons X ou Y, puis on va en revenir à un. Alors peut-être que les Russes ils vont se mettre pendant un petit temps à jouer à une autre manière avec la Command Zone. Oui. Peut-être qu'ils reviendront à jouer en Duel Commander. Moi, ce que je leur souhaite tout simplement, c'est de s'amuser à jouer à Magic. C'est sûr, après c'est sûr que l'essentiel c'est l'intérêt justement de Magic, et l'une des forces par rapport à d'autres TCG. C'est que du coup il y a plein de formats, et c'est vrai que moi des fois quand j'en ai marre de jouer en moderne, je vais en Duel Commander, quand j'en ai marre d'être joué en Duel Commander, je vais en Peasant, et ça permet d'avoir un petit peu de sang neuf. Et j'avoue qu'à un moment là cet été en juillet j'ai eu un petit ras-le-bol du Duel Commander, et j'ai repris en fin août et j'ai pris du plaisir, et c'est un peu comme ça pour tout le monde. Après c'est vrai que pour parler au niveau de la communauté, nous en tout cas française, on a organisé un tournoi alors qu'on était en plein milieu du rush Edgar-Zurgo, donc c'est à dire que c'est vraiment pas le meilleur moment pour avoir organisé un tournoi. Et franchement, malgré la Coupe de France et malgré un autre événement à Lyon, dans notre Alsace, on a quand même eu 40 personnes. Sachant que si on prend ces 40 personnes-là, plus les 60 qu'il y a eu à Paris, plus une trentaine ou une quarantaine qu'il y a eu à Lyon, plus encore 29 à Libourne, on arrive quand même... Ça fait un joli rassemblement. Ça fait quand même un joli rassemblement. Donc du coup, je crois que c'est un format que les singleton que les gens aiment. Et je pense qu'ils le jouent malgré le fait que des fois, il y a des généraux qui leur posent vraiment problème. Et c'est vrai que nous, les retours qu'on a eu par exemple à notre tournoi à nous, c'était vraiment un ras-le-bol par rapport à Edgar. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus nous dire, et c'est vrai qu'aujourd'hui finalement le comité répond à ce ras-le-bol en disant voilà, vous avez ce Edgar moins, parce que c'est vrai que nous on a eu 3 Edgar en top 4 quand même. C'était... Le problème d'Edgar était évident. Voilà, donc du coup, je pense que en tout cas pour les joueurs plus casus qui ont envie de jouer aussi en Duel Commander pour pouvoir caster des spells un peu plus gros, ou alors jouer un peu plus longtemps que jouer dans les 3 ou 4 premiers tours, en fait ils vont prendre cette banlist comme étant une bonne nouvelle, parce que grâce à ça on va pouvoir un format qui ralentit, on est d'accord, à moins que j'ai mal compris les bans quoi. Non, normalement c'est ça, ça va calmer un petit peu une partie de l'hémisphère. Voilà. Et après c'est vrai que par rapport aux autres communautés, le problème c'est que quels que soient les choix qu'on va faire, on va forcément plaire à certains et déplaire à d'autres. Là je pense que tous les joueurs de Zurgo sont en train de pleurer. C'est comme ça, moi quand on m'a ban Bloom Titan en moderne, j'ai pleuré aussi, chacun son... Après il aura moins de caricatural de parler des communautés qui jouent relativement peu Zurgo et qui vont même pas se sentir concernées par la décision, mais elles existent aussi. C'est sûr. Après, c'est vrai qu'il y a des communautés qui sont naissantes aussi, des communautés qui sont nouvelles, elles existent aussi. Oui. Alors, il n'y a pas... Et DocFX nous dit qu'il n'y a pas meilleur moyen de tuer le format que de déclamer la mort ou de hurler publiquement son dégoût. Oui, voilà. Non, après, comme dit, c'est un format qu'on aime toujours. Et je pense que les joueurs de Zurgo, comme le dit Jocelyn, préfèrent
totalement ça plutôt que le ban de Zurgo parce qu'ils vont pouvoir continuer à jouer leur pack. Et c'est vrai que ce pack-là, cette banlist-là est totalement beaucoup plus envisageable pour des joueurs de mono rouge parce qu'ils peuvent continuer à jouer mono rouge. Et je pense qu'il y a aussi moins de hate. Et du coup, ce qu'il faut se rendre compte, je me permets aussi, alors tu me diras si j'ai tort, c'est que l'avantage de cette banlist permet aux joueurs qui ont envie de mettre moins de hate de en mettre moins. Et du coup, permet aux joueurs de Zurgo de souffler un peu parce que du coup, les joueurs qui vont se dire ah bah du coup, vu que ces 4 cartes s'enlèvent, moi je vais mettre moins de hate contre Zurgo, et là, boum, se faire punir. Et du coup, on rentre plus dans un papier caillou ciseau quoi. Ou bien les joueurs vont se dire bon bah ma hate elle va servir à quelque chose quoi. Il y a des gens aussi qui se disent au bout d'un moment, la hate, elle sert pas, Zurgo tourne autour, Zurgo est de toute façon trop rapide. Si on ralentit un petit peu Zurgo, bah, de l'autre côté, on laisse un petit peu plus le temps de toucher la hate, et puis si la hate est plus efficace, bon, on rend peut-être Zurgo plus fair. Enfin, voilà, moi je suis pas certain qu'on incite à retirer la hate, au contraire, j'ai l'impression qu'on incite à peser ce qu'on a envie en fonction de son metagame local ou des choses comme ça. Si tu as envie de rentrer du life, bah, tu vas pouvoir rentrer du life et ils vont être effectifs. D'accord. Si tu n'as pas envie de le faire, bah, tu le fais pas. Mais c'est moins obligatoire en fait maintenant. Alors qu'avant, par exemple, venir à un tournoi sans gain de points de vie dans son deck, c'était compliqué. Alors que maintenant, on peut se dire sur une méta un peu moins aggro, ne pas avoir moins de gains de points de vie, c'est quand même envisageable. Voilà. Après, surtout dans les prochains tournois, il va falloir flairer, il va falloir avoir un petit peu d'instinct pour savoir si les joueurs d'Edgar vont être passés sur Zurgo ou si les joueurs d'Edgar vont être passés sur d'autres decks qui ont fait leur preuve un petit peu avant. Est-ce qu'il est nécessaire de metagamer ou pas? Forcément, chacun va faire son choix et puis il va y avoir sûrement plein de bons joueurs qui vont faire des choix différents. Voilà, là on a Iris Magic qui nous dit qu'il y a toujours 50 joueurs ou plus sur Paris ces temps-ci, ça vient du fait que la méta est variée je pense, donc probablement les bans du comité sont pour l'instant les bons. Donc voilà, on a plutôt du positif aussi. Après c'est vrai qu'au niveau des communautés, bah, on n'a pas vraiment de retour, là on a des retours de la communauté russe. Après si Jocelyn peut nous donner des communautés de la parce qu'il y a des communautés en Italie, il y a des communautés en Allemagne, il y a des communautés en Amérique latine, il y a des communautés aux États-Unis, il y a des communautés aussi en Suisse, il y a des communautés en Espagne, au Portugal. Mais il y a pas mal de ces communautés qui sont passées sur MTGO. D'accord, ok. Parce que je sais par exemple la communauté italienne, parce qu'ils préfèrent, enfin c'est plus simple. Ils préfèrent le côté un peu kitchen, ou ils préfèrent, non, c'est plus simple d'être affilié à Wizard. Ouais, de ce que j'ai compris. Hein. Ok. Après voilà, c'est sûr que c'est un peu difficile de parler aussi de communauté quand on sait que avant le Duel Commander c'est le seul format. Ouais. Maintenant il y en a 3, donc ça joue c'est normal qu'il y ait des communautés qui se cherchent un petit peu, c'est normal qu'il y ait ça se joue dans les stats. C'est vrai qu'avant il y avait aussi cet effet dans le sens où des joueurs qui étaient atteints dans leur affectif par rapport à un certain ban, bah en fait ils arrêtaient 3 semaines, puis finalement à tête reposée ils reprenaient. Parce que finalement c'était le seul format singleton qu'on avait. Ouais. Maintenant comme il y en a 3, il y en a qui se cherchent un peu et qui se disent bon bah du coup je vais aller dans l'autre communauté, après je reviens dans celle-ci, après quand l'autre communauté fera un ban qui me plaît pas je reviendrai dans celle-ci. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu un effet ping-pong qui est dû au fait d'avoir 3 communautés. Et alors d'ailleurs du coup je vais pousser une de mes dernières questions, c'est qu'au niveau de la visibilité... Un joueur isolé, ça va aller jouer sur MTGO aussi. Hein. Ils font aussi partie du paysage, quoi. Bien sûr, totalement. Il y a parfois l'accessibilité au jeu qui joue. Bien sûr. Et donc la question qui est, moi que je t'en ai parlé un petit peu en off, c'est que le fait d'avoir 3 formats dans ce truc-là, on a des retours, nous, des joueurs casual, qui est une sorte de perte, ils n'arrivent plus à se retrouver au niveau de la communication de tout ce qui est banni, des bannis autorisés, est-ce qu'on 20 PV, 30 PV. Du coup, quels sont un peu les projets du comité pour finalement réussir à aiguiller les joueurs pour que le format soit le plus clair et le plus visible possible? Parce que c'est vrai qu'avec 3 formats, ça devient un petit peu brouillon en ce moment. Ouais, c'est un travail de longue haleine, ça. Ça fait quand même des années là qu'on essaye de développer une communication. Là, ce qui est un petit peu, on va dire, le point du jour, ce serait le fait qu'on propose un calendrier avec des dates qui soient vraiment très très prévisibles, les 27 de tous les 3 mois, avec une effectivité de premier, c'est relativement clair. Ouais. Ensuite,
je pense que notre disponibilité, elle n'est pas infinie, c'est sûr, mais on essaye d'en avoir au maximum. On essaye d'être présent sur les réseaux sociaux, sur les différents forums. Je pense que c'est aussi les gens qui font vivre tout ça, qui se parlent entre eux. Alors, bien sûr. C'est très difficile de dire quel est le format qui plombe les autres parce que il est peu lisible et du coup moi je suis pas là pour empêcher les gens de faire un choix de format. Je suis mais là justement, pour essayer que le Dual Commander il soit le plus visible possible. C'est ça. Maintenant, justement, la question, c'est pas essayer de. Voilà, parce que DocFX nous dit on va dépecer vivant les organisateurs de tournois MTGO papier et Léviathan, ou les encourager, je sais plus trop. Non, c'est justement pour réussir à rendre claires les différences entre les. Et c'est vrai que du coup, nous, c'est ce qu'on essaie de faire aussi par rapport avec cette émission, c'est rendre claires ces différences. Parce que du coup, plus les différences seront bien établies, seront claires, plus les sources seront disponibles, plus elles seront faciles d'accès, plus les joueurs qui vont arriver vont facilement pouvoir reconnaître le format dont ils parlent. Et je pense que l'un des problèmes, par exemple, du format MTGO 1v1, c'est que le nom en lui-même est assez bizarre. Il y a des gens qui comprennent pas trop pourquoi c'est MTGO, est-ce qu'on peut y jouer que en ligne. Du coup, c'est vrai que peut-être alors on va pas donner d'ordre à Wizard, mais trouver un nom pour ce format pourrait aider aussi les gens à se différencier, parce que du coup c'est vrai qu'on a le format Léviathan, le nom est assez clair, c'est un Léviathan, DC, c'est le format DC, voilà, et du coup MTGO 1v1 on sait pas trop quoi. Et alors Cozen, question pour toi, est-ce que tu connais la différence de tête? Alors franchement, sans tricher, dans la banlist, non. Vraiment, pour me dire, je sais qu'il y a des cantrips qui sont ban en MTGO, je sais qu'il y a Emrakul qui est légal en MTGO, mais pas en Léviathan. Mais alors, toutes les différences, non quoi. Franchement, non. La dernière fois, je suis arrivé à un tournoi MTGO organisé par une boutique, et je suis arrivé tranquillement avec mon Edric dans le jeu. Et en fait, Edric est ban et en commandeur et dans le jeu. Parce que... Et du coup, j'ai dû changer ça à la dernière minute. Et pareil pour survie du plus apte, que je pensais qu'il était autorisé, qu'il l'était pas quoi. Enfin bref, donc juste pour répondre. Ouais. Moi, tout ce que je peux avancer, c'est on a une source qui est unique, quoi, du coup, qui est le Facebook, quoi. Du coup, voilà, il n'y a pas à chercher à gauche et à droite, il y a une source. Il va y avoir une date qui va retomber la même tous les 3 mois. Voilà. Pareil, c'est censé être relativement unique. Donc on est d'accord que la date maintenant sera... Après, maintenant, les joueurs tu présentes ta question en parlant des joueurs casus. Les joueurs casus, j'ai pas envie de les voir comme les joueurs qui savent pas aligner 2 bouts de carton. C'est plutôt des joueurs qui ont une vie remplie avec d'autres choses que Magic, qui consacrent moins de temps à Magic. Magic, c'est extrêmement multiple, c'est extrêmement complexe. Donc, c'est vrai que la recherche de toutes ces informations, ça prend énormément de temps. Et est-ce que être casus, c'est avoir pas le temps de fouiner sur son ordinateur pour se mettre au clair? Bon, je sais pas non plus si c'est un problème qui est tout à fait soluble, quoi. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai chacun va dépenser le temps qu'il veut. Après, je pense que ça dépend aussi des organisateurs. Je pense que c'est vrai qu'il est aussi du devoir des organisateurs de relayer un peu plus les informations. Nous, par exemple, on a décidé de la prochain tournoi qu'on va faire d'afficher clairement la banlist qu'on va faire, et donc du coup poster un PDF avec la banlist pour que les gens puissent le voir. Je pense que donc ça c'est important. Alors là, on a une petite information d'Asimov qui nous dit que Wizard a décidé d'appeler ça maintenant, ça s'appelait le MTGO. Le nom provisoire, en attendant d'avoir le nom officiel, va être MTGO ODH, et qu'il va bientôt avoir un nom qui va être donné. Donc on vous le donne aujourd'hui en exclusivité. Genre ça fait trop. Le MTGO ODH pour là, donc on verra. Le True Only One Commander, n'importe quoi. En tout cas, voilà, nous, par rapport à ça, je pense qu'on a à peu près posé les questions qu'on voulait. On remercie quand même le comité toujours d'avoir quelqu'un. Donc toi, venir, prendre la peine de communiquer avec nous, prendre la peine de répondre aux questions des gens. C'est toujours agréable. Ça permet aussi de se rendre compte que voilà, c'est des gens derrière, c'est pas une entité, c'est pas un organisme machiavélique, c'est des bénévoles qui travaillent, qui préciser que c'est des bénévoles, hein. Parce que on peut discuter avec vous. Donc, voilà, non, parce qu'on le précise aussi parce qu'on est aussi bénévole dans notre association, et c'est vrai que les gens se rendent pas compte que être bénévole, c'est quand même du boulot, c'est du temps qu'on prend par rapport à notre famille, c'est du temps qu'on prend par rapport à nos amis, par rapport à notre boulot, et même si des fois il peut arriver qu'on fasse des erreurs et sur des points sur lesquels on n'est pas d'accord, par exemple. D'un point de vue totalement subjectif et le mien, moi j'avoue que Fastbond ça reste une carte qui reste pour moi un petit peu voilà, mais
Ça n'empêche qu'on peut en discuter de manière totalement courtoise, avec un respect et éviter forcément de se taper dessus dans les chats, dans les forums et dans les endroits. Et ça s'est bien calmé dernièrement. Ça s'est calmé dernièrement et on remercie les gens de la communauté d'être un petit peu calmés. En tout cas, voilà, c'est le plaisir. Cool. Le plaisir, c'est juste de jouer à Magic, c'est un jeu qu'on aime. Le singleton, c'est cool parce que ça permet de jouer à Magic. C'est le seul format un des seuls formats qui permet vraiment de jouer à Magic différemment, voir les cartes en x1, de vieilles éditions, avoir un général, c'est quelque chose qui existe que en Commander ou en Tiny Leader, mais c'est des voilà. Du coup, voilà, en tout cas, on te remercie d'être resté avec nous aussi longtemps, d'avoir répondu à la question de tous les gens. Et puis, du coup, la dernière chose que je veux juste confirmer avec toi, c'est qu'à partir de maintenant, toutes les banlists seront le 27 de chaque mois, de tous les 3 mois, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Donc pour que les gens maintenant vous soyez clairs, que vous sachiez, les gens qui nous écoutent, tous les 3 mois, le 27 du mois. Donc là, ce sera pas un lundi ou machin en fonction après la paix, ce sera la date. Février, mai, août. Voilà, donc c'est ça, le 27. Et applicable le 1er du mois qui arrive après. Ok ? Voilà. Super, du coup, ça marchera aussi pour février. Le 27 février est applicable le 1er mars. Ou... Merde, ça. On communiquera là-dessus. Non, je vous taquine. Merci Cosette. Je vous taquine, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous et du coup, à très bientôt, Manu, ou à un prochain membre du comité pour la prochaine banlist. Okay, salut à toi. Ciao, ciao. 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 Voilà, bah du coup on revient vers vous pour terminer un peu cette émission en douceur pour voir un petit peu quel va pouvoir être le futur maintenant du Duel Commander. On va se prendre un peu pour Madame Irma. Dernière apparition. Donc quels sont les packs qui y gagnent et quels sont les packs qui y perdent. Alors on va être clairement les packs qui vont y gagner vont être les packs qui sont un minimum plus lents. On est d'accord, là je veux dire. Donc du coup, quand on pense à combo, qu'est-ce qui pourrait revenir? Alors là, on peut aller voir un petit peu dans combo. Les packs. Voir sur 3 mois pour avoir peut-être plus de packs. Voilà, on va regarder un petit peu sur 3 mois, voir un petit peu les packs combo qui pourraient revenir et qui ont un peu disparu ces derniers temps. Alors... voilà, on va regarder sur 2017. Lundi pour vendredi. Voilà, maintenant ce sera des vendredis. C'est ça. Du coup, alors voilà, on a du Niv Mizzet, du Venser, du Timnah Thrasios. Alors voilà, alors moi j'avoue que je joue des packs combo qui sont à base de Thrasios quelque chose. On va peut-être avoir les partenaires combo qui vont revenir. Peut-être du Animar, mais Animar c'est un peu Animar qui est quand même compliqué. Proche peut essayer de revenir. Il peut y avoir du Selvala qui peut revenir, du blanc vert Selvala qui peut être intéressant. Voilà, c'est peut-être le retour Izan, peut-être le retour de Izan avec le nouvel enchantement. Myzix. Oui, faut y retour croire. De contrôle bleu. Et est-ce qu'on va avoir du coup un retour de Baral sous une forme hard control à l'ancienne ou sous une forme high tide? Donc là on a vu Maxence Achoun qui est revenu sur qui est venu, voilà, on était juste dans votre combo. Là, donc on voit qu'il y a du Proche, du Selvala, du Elf Ball, du Meren, du Animar qui pourrait revenir, du Thrasios. C'est des jeux qui pourraient revenir. D'ailleurs, le jeu vert, les Elf Ball like, donc parce que quand on parle de Timnah Thrasios, quand on parle de Selvala, quand on parle de Animar, quand on parle d'Izan, quand on parle de Proche, c'est tout ce qu'on appelle les jeux Elf Ball. Donc c'est-à-dire que est-ce que Elf Ball pourrait revenir par le fait que vu qu'Edgar part, le nombre de Vras qui vont être dans le méta va se diminuer. Ouais, du coup, parce que c'est vrai que Elf Ball était quasiment injouable à cause du fait qu'il y avait un nombre de Vras incalculable. Et c'est vrai qu'on va avoir des decks Elf Ball qui vont pouvoir revenir. Elf Ball combo. Je pense qu'il va y avoir du bleu qui va revenir avec... combo bleu quoi, avec Baral. Avec du Baral. Est-ce que des decks comme Keranos et Jorien pourraient revenir en bleu-rouge? Est-ce que du coup on pourrait avoir aussi un retour aussi de Atraxa qui commence un petit peu à faire quelques perfs, qui a ce côté lifelink? Bah justement, faudra voir, mais c'est pas... Melek combo, ouais, Melek Storm, après c'est compliqué quand même. Après là on a Jocelyn qui nous dit des decks lourds, Wanderer qui pourrait revenir, Jitrog, Narset, Titania, Keranos. Donc Keranos qui du coup pourrait Keranos pourrait revenir. Je pense que Keranos on pourrait avoir de retour de Keranos. Des armes. Je pense qu'on pourrait avoir un retour du coup de pack Abzan. Donc on parlait d'Abzan Tempo, mais du coup
Je pense que avoir des Doran ou des Sidar Timna ou alors même des Saskia qui pourraient revenir. Des Anafenza aussi. Alors, Anafenza, ça dépendra Doran de la est méta. peut-être plus intéressant que Anafenza. Faudra voir la méta, je pense. Mais je pense que les packs qui gagnent. Au niveau contrôle, c'est vrai que Kess était vachement bloqué aussi par des packs vampires et qui est un nouveau GG. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il avait pas mal de potentiel, qui est une sorte de contrôle full tap. Puisque du coup, on va faire les tours pendant notre tour. Voilà, du coup, c'est. Et je pense que Agro aussi va prendre ça va lui faire du bien. Et du coup, on va voir d'autres agros. Du coup, est-ce qu'on va voir ton petit chéri, ton petit Kitéon qui revient du coup? Est-ce qu'on va voir du Rada qui va pouvoir revenir? Alors, je pense qu'on va voir du Arbo. Arbo va redevenir aussi à surveiller. Parce que du coup, il y a du vert et du blanc. Il y a pas mal de petits chats à 1 qui sont intéressants. Le blanc permet de gérer un petit peu Zurgo avec du lifelink et le vert aussi. Est-ce qu'on peut avoir du good stuff qui revienne aussi? Parce que ça, je pense que les gens qui veulent beaucoup du good stuff. Dans le good stuff, on a on parlait du CDC. Du CDC. Est-ce qu'on pourrait revoir du... Comment ça s'appelle? La bonne vieille Genara, good stuff? Tu parles de Atraxa, je pense que Atraxa, good stuff, ce serait possible. Karloff qui pourrait revenir. Mais alors Karloff, le fait qu'on calme un peu Zurgo le rend peut-être un peu moins intéressant. Mais il perd Edgar quand même. Il perd Edgar. Ah, c'est compliqué, mais en tout cas, ce qu'on espère, on espère, et je pense que c'est le comité d'experts aussi, c'est d'avoir un 30, 30, 30 ou alors 40, 40, 20. Ouais. Ici, avoir un peu plus de combos. Combo va un peu augmenter, mais il va toujours rester en dessous, je pense, le temps que... C'est ça. Alors du coup, on n'a pas parlé, mais est-ce que là, et si finalement Combo ne revient quand même pas, est-ce qu'on verra peut-être du déban de Food Chain, ou du déban de Royal Retainer, ou du déban de Hentomb, ou du déban de cartes Après, comme ça? Il faut aussi dire que, par exemple, Baral, il y aura des barrels combo aussi. Il y aura les barrels high tide. Voilà. Ou après les barrels full control, ça a un peu du mal à tuer. C'est ça. Donc est-ce que c'est vraiment. Ou Bant avec opposition. Ouais, ça c'est moi ça. Mais Saskia pourrait revenir. Par exemple, Saskia et Doran pourraient peut-être revenir. Idris Storm, Karloff dans une méta sans brasse avec moins de removal, ça paraît bien. À voir. Mais en tout cas, un Jorian Tempo peut-être, qui pourrait être une sorte de burn mais avec le bleu, tu vois, avec des contres et en même temps du... Un peu un Delver un peu un Delver-like, quoi, pour les gens qui jouent UR Delver en Legacy. Du coup, j'ai les contres, j'ai les blasts, j'ai Jorian qui me permet de pouvoir continuer à piocher. Du coup, je fais cantrip sur cantrip. En tout cas, je tiens à dire que ça annonce du bon. Franchement, ça annonce du bon. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas être contents, mais c'était vraiment une plaie aggro en ce moment, le format. Alors, il y a des gens qui vont dire, dans ce cas-là, j'aurais préféré qu'on débanne des choses. Mais le problème, c'est que ça veut dire que soit tu joues les généraux déban, soit tu joues Zurgo Edgar. Et du coup, le problème, c'est que du coup, tu tues tout le reste des autres généraux, quoi, en fait. Ouais. Et moi, dans ce cas-là, si c'est pour faire ça, si c'est pour rien ban, je préfère qu'on repasse en 25 PV ou en 30 PV, quoi, en fait. Enfin, voilà, dans ce cas-là, pour moi, mais après, ça reste le même problème, c'est le rouge devient de nouveau moins fort. Voilà. Donc, le but, c'était, ok, on veut bien rester en 20 PV, mais faut pas que le rouge devienne trop pété. C'est ça. Parce qu'autant, en 30 PV, on avait un format qui était totalement polarisé sur le bleu et le vert. Et autant là en 20 PV, on commençait petit à petit à avoir un format trop polarisé sur le rouge. Le rouge et le gain de points de vie. Et le gain de PV. Du coup, maintenant, si on peut commencer un peu à justement, voilà, avant on devait taper dans le bleu, parce que c'est ce qui se passait. Maintenant on tape dans le rouge, et ça fait plaisir de se dire que finalement le comité, parce que souvent des gens disaient ouais mais on tape que dans le bleu, on n'arrête pas de taper dans le bleu, il y a que le bleu qui prend. Et bah non, là, rouge prend aussi, quoi. Et donc, mais ça veut aussi dire que le fait de passer à 20 points de vie, bon, c'était sûr, mais ça avait quand même augmenté rouge très fortement. Et comme il disait, c'était la première fois que des cartes rouges étaient bannies. Ouais, c'est la première fois qu'on voit des cartes rouges bannies. Hein. Je veux dire, en 30 PV, il n'y avait aucun intérêt de bannir des cartes rouges. Hein. Je veux dire, là, du coup, on a enfin des cartes rouges qui sont bannies. Ça prouve que les choses sont pas faites parce qu'on préfère le bleu, hein, ou qu'on déteste le bleu, mais sont faites pour voilà, quoi. Alors, là, on nous met des cartes trolls, genre des Cusards, n'importe quoi. Omnat. Alors, Omnat peut être intéressant, mais après, c'est vrai qu'il y a des cartes comme Baby Nissa qui peut être plus intéressantes dans le ramp, je trouve. Ou le retour de combo mono vert elbow là qui met des marqueurs dessus. Izan, vraiment, je pense, on en a parlé. Ouais. Voilà.
Nous, par rapport à ça, comme dit, on n'a pas grand chose d'autre à vous dire. Sachez que la vidéo, ce sera en VOD sur la chaîne Magic TT. Sur YouTube, d'ici à mon avis une semaine à tout casser. Une semaine et demie. Voilà, parce qu'on a d'autres vidéos à poster. Comme d'habitude, quand vous restez vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker. Et la vidéo reste sur Twitch d'ailleurs 2 semaines. Donc elle sera aussi sur Twitch. Si vous avez envie de la voir en VOD, n'hésitez pas. Si vous avez manqué une partie. Si vous avez manqué une partie. Nous, on espère que ce genre d'émission vous plaît toujours. Et on se reverra du coup dans cette émission-là, du coup le 27 novembre. Voilà. Avec de nouveaux membres du comité. Et après, le reste des vidéos arriveront sur notre chaîne. On a pas mal de nouveaux projets, donc n'hésitez pas à nous suivre si vous aimez aussi les autres formats comme le Paysan, le Legacy et le Moderne. En 30 points de vie, la seule carte qui infligeait 8 PV pour 2, c'était Bibliothèque Sylvestre. Voilà, totalement. On vous souhaite encore à tous une bonne soirée. Oui. Et à très bientôt, quoi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Moi, je sais pas si tu avais à dire autre chose. Non, moi c'est... on fera peut-être juste une vidéo sur le MTGO. Je me permets juste de rajouter cette petite chose. Parce que MTGO, c'est aussi un format qui a l'air intéressant à suivre. Pour être un complément. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans notre coin là qui crachent un peu dessus. Moi, je trouve que ça permet d'avoir une alternative un peu différente pour les joueurs qui ont envie de jouer des gros tons. Je préfère le MTGO ou Léviathan par exemple, moi personnellement. Voilà, après c'est donc voilà, donc on fera juste une petite vidéo parce qu'il y a une annonce de banlist dans 2 semaines, 3 semaines. Donc on fera juste une petite vidéo pour annoncer les changements de MTGO. Mais sinon la prochaine vidéo sera le 27 novembre. Du coup, bonne nuit à tous, merci encore de nous suivre, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.